Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan du Royal Rumble 2021. J'espère que la connexion est suffisante parce que cette fois-ci le replay finira sur YouTube. Donc ah là là, j'ai des problèmes de connexion. Bon écoutez, de toute façon je pourrais pas faire beaucoup mieux. J'ai abaissé un peu la qualité du streaming histoire que ça soit plus fluide. J'espère que ça posera pas de problème. Ça a été un bon PPV. Ça a été un bon PPV. Je suis pas aussi enthousiaste que beaucoup d'avis que j'ai vus sur Internet, mais c'est resté un bon show. Ce qu'on va faire, c'est on va parler des trois premiers matchs. Ensuite, je vais répondre à certaines de vos questions concernant ces matchs-là. Enfin, répondre à vos questions ou lire vos commentaires. Vous savez, vous pouvez mettre vos messages en avant en utilisant la fonction sur Twitch. Donc vous pouvez mettre vos messages en avant. Je lirai les messages concernant ces matchs-là quand j'aurai fait le récap de ces trois matchs-là. Ensuite, on parlera du Rumble féminin, c'est ça. Je répondrai à vos questions, je lirai vos messages concernant le Rumble féminin, et ensuite on parlera du match Roman Reigns contre Kevin Owens, puis du Rumble masculin, et je répondrai à tous vos autres messages. Donc le show a commencé avec Asuka et Charlotte Flair contre Nia Jax et Shayna Baszler dans le kick-off. Sur le coup, ça m'a un peu surpris, mais en même temps, c'est assez logique parce que trois de ces quatre femmes concouraient dans le Rumble. Donc, tu as envie d'espacer les deux matchs le plus possible. Et comme tu vas pas faire les deux Rumble à la suite, bref, c'était logique. C'était logique de le placer relativement, le plus tôt possible, quitte à être dans le kick-off. Le match a été globalement ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire c'est un match pour les championnats par équipe féminin, et les championnats par équipe féminin sont pas vraiment ont pas vraiment de prestige ou d'importance. Donc en soi déjà j'en avais pas grand chose à faire du match. Et après il s'est passé ce dont on pouvait s'attendre à ce que quoi qu'il passe. Vous avez vu, je mets des photos maintenant. Ric Flair, le père de Charlotte Flair, est intervenu pour en faveur de... J'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Ça, il me semble que c'est le bruit des... Il me semble que c'est le bruit des cheers, mais je me rappelle pas je vois pas de cheers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, tant pis. Ah, c'est juste que quelqu'un a mis Link sans S. Il faudra penser à virer ce truc automatique. Bref, c'est pas grave. Donc, Ric Flair est intervenu pour comment? Pas spécialement en faveur de Jax et Baszler, mais pour emmerder sa fille en répondant aux ordres, on va dire ça comme ça, de Lacey Evans. Donc Lacey Evans est intervenue dans le match pendant que Charlotte Flair était en train de faire sa figure 8, sa prise de soumission. En fait, elle fait une clé de jambe avec les jambes de son adversaire, et elle fait un pont pour ajouter de la pression sur les jambes. Lacey Evans a attrapé les bras de Charlotte pour l'empêcher de faire le pont. Donc voilà. Et plus tard dans le match, Ric Flair a donné un point américain à Lacey Evans, dont elle s'est servie pour mettre un pain à Charlotte Flair, alors qu'elle faisait encore un figure 8. Bref, Jax et Baszler ont fini par gagner. Peu d'intérêt, et voilà. Et voilà. J'ai mis C+, quand même à ce match-là parce que ils ont fait que Shayna Baszler s'est sortie d'un Natural Selection. Et ça veut dire que quelque part, Shayna Baszler est toujours un peu protégée, au-delà du fait qu'il a fallu 3 interventions de l'extérieur pour que Charlotte Flair puisse perdre le match. D'abord, il y a eu Ric Flair et Lacey Evans qui sont arrivés, ça a distrait Charlotte. Ensuite, Lacey Evans a empêché Charlotte Flair de faire sa prise de soumission. Et ensuite, Lacey Evans a dû mettre un coup de poing américain dans la gueule de Charlotte Flair pour que enfin ça justifie que Charlotte perde.
Mais on va en discuter pendant le bilan du Rumble féminin. C'est bien que certains catcheurs, je crois que c'est bien que certains catcheurs soient protégés au-delà du raisonnable, comme Charlotte Flair. Vous allez voir pourquoi, on en parlera tout à l'heure. On va passer au tableau. Vous pouvez dire bonjour au tableau. Vous avez vu, j'ai rajouté ma caméra quand je remplis le tableau. Je pense que c'est plus... par contre, du coup, elle me cadre pas super bien, mais elle me cadre suffisamment, je pense. Alors, concernant... alors, c'est la première fois qu'on fait un PPV ensemble. Ça, c'est ma colonne de PPV, dont je me sers pour les notes de PPV. Si vous êtes abonné, vous pouvez utiliser l'emote Bonjour Tableau. Elle est faite pour ça. Bon, je vous explique pas comment marche le tableau pour l'instant. Très globalement, ça c'est le coefficient du PPV, ça c'est le coefficient du match au sein du PPV, ça c'est la note. Et ça c'est pour si jamais des catcheurs apparaissent dans plus d'un match. En l'occurrence, là c'était dans le kick-off. Donc, le coefficient est à 0,5. Avec le chat, on voit rien, me fait-on remarquer. Oh, ce serait surprenant. Donc, 0,5, c'était pour un titre, donc fois 1,5. Donc, on est sur du 0,75. C'est ça, on est sur du 0,75. Donc, et je les ai rangés par ordre alphabétique pour que ce soit plus simple pour plus tard. Donc, 12 pour tout le monde. Charlotte Flair, Asuka, Shayna Baszler et Nia Jax. Hop. Et Nia... Non, j'ai fait Nia Jax. Shayna Baszler. Voilà. Hop. Et coefficient 0,75. Parce que c'est dans le kick-off, mais c'est pour un titre. Et là, normalement... non, et là, normalement, on n'a rien. Sauf que c'est ici qu'on a un score. Youpi. Youpidou. C'est fantastique. Pif, pif. Ensuite... on revient sur le tableau du Rumble. Pouf. Youpi. Ensuite, on a ouvert le show à proprement parler avec le match Drew McIntyre contre Goldberg. Il y a un truc qu'on ne peut pas retirer à ce match, c'est qu'il a réussi à créer une émotion. La peur. La peur, la terreur à l'idée que Goldberg pourrait gagner. Parce que c'était une possibilité très, très tangible. Pour moi, c'était d'ailleurs à peu près sûr que Goldberg allait gagner. Donc, alors le match n'a pas encore commencé, que Drew McIntyre met un Glasgow Kiss, donc un coup de boule dans la tronche à Goldberg. Ensuite, il lui fait un spear, ce qui m'a fait réagir. J'ai un peu sauté du canapé à ce moment-là, genre pète la gueule. Ça a fait sortir tout le monde du ring, et là Goldberg a fait un spear sur Drew McIntyre à travers la barrière de sécurité. Et là je me suis dit non. Je me suis dit Drew McIntyre va vouloir faire le match alors qu'il est blessé. C'est comme ça qu'ils vont justifier qu'il va perdre. Bref. Donc il retourne sur le ring. Évidemment Drew McIntyre se tient les côtes, genre ah non mon Dieu, je suis tellement blessé. L'arbitre lui demande tu es sûr que tu veux commencer le match? Oui, sonnez cette putain de cloche. Parce que Drew McIntyre est trop cool. Là-dessus, Goldberg fait un premier spear, un deuxième spear, un troisième spear. Il tente le tomber. Je crois que ça se passe dans cet ordre-là. Je ne me rappelle plus très bien l'ordre. Mais globalement, il tente le tomber. Drew McIntyre s'en sort. Là, j'ai peur. Ensuite, Drew McIntyre... non, je pense que Drew McIntyre tente le Claymore d'abord. Ouais, non, il me semble que les 3 spears sont arrivés après le Claymore. Drew McIntyre tente le Claymore. Il fait le tomber, donc sa prise de finition. Il tente le tomber. Et Goldberg s'en sort à 2, mais à pratiquement 2, quoi. C'est-à-dire, quand c'est presque... Faut se servir des comptes de l'arbitre pour indiquer un peu le niveau, pour jouer sur le stress, quoi. Si Goldberg s'en sort à 2 et pas juste avant le 3, à 2,9, quoi, c'est qu'il en faut encore beaucoup plus. Et là, je me dis, oh là là, le Claymore va jamais suffire. Le Claymore va pas suffire. Et je pense que c'est là qu'on a les 3 spears et Drew McIntyre s'en sort. Et là, la terreur. Goldberg fait un jackhammer sur Drew McIntyre. Et là, moi, j'avais fait mon deuil. Là, c'était le moment où je me suis dit, oh, ça y est, c'est bon. Voilà, c'est maintenant que Drew McIntyre perd. Il n'est pas en train de se dire, Dieu m'a demandé de punir ce païen. Non, il est en train de préparer pour le jackhammer. Donc Goldberg soulève Drew McIntyre, botch son jackhammer parce qu'il les botche tous maintenant.
Euh, et Drew McIntyre s'en sort à 2,9. Ça a provoqué un sentiment de soulagement vraiment énorme. Parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul catcheur qui s'est sorti du jackhammer avant McIntyre, c'est Brock Lesnar. Il me semble qu'il n'y a que deux catcheurs qui sont sortis du jackhammer. Je dis peut-être une connerie, mais il me semble bien que c'est que le deuxième à s'en sortir. Euh, donc voilà, les compteurs sont remis à zéro. Je me rappelle plus très bien la suite parce que j'étais dans un état de stress monumental. Ce dont je me souviens par contre, c'est que. Ça, c'est le match d'après. Ce dont je me souviens par contre, c'est que Drew McIntyre a fini par porter un deuxième Claymore pour la victoire. Quel soulagement. Quel soulagement. On me fait remarquer que Undertaker s'en est aussi sorti. Bon, bah, ça fait 3. Mais c'est pas. Ça reste ça reste quelque chose de remarquable. Euh, J'ai mis un B à ce match. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir plus. Vous allez me dire, oui, mais vu l'émotion, est-ce que ça aurait pas pu être. Est-ce qu'on n'aurait pas pu taper sur le A? Euh, pour moi, non, parce que. Parce que. C'est délicat à expliquer, mais globalement, l'émotion, elle n'était pas provoquée par les catcheurs. Elle était provoquée par le booking de la WWE, si vous voulez. J'avais pas peur que Goldberg gagne parce que c'est Goldberg. J'avais peur que Goldberg gagne parce que ils étaient capables de le faire. Et je suis pas soulagé que Drew McIntyre ait gagné. Je suis soulagé qu'ils aient considéré que c'était la meilleure idée que Drew McIntyre gagne. Du coup, on pourrait débattre de tant qu'il y a une émotion, est-ce que c'est pas ce qui est recherché? Je pense pas. Je pense que voilà. Pour moi, B, ça convient au truc. Drew McIntyre sort pas spécialement vraiment grandi de ce match-là. J'ai pas l'impression. Je me dis pas, waouh, Drew McIntyre est inarrêtable. Il a battu Goldberg. Je me dis, ouf, ils ont pas fait gagner Goldberg. Mais Drew McIntyre est pas plus haut dans mon estime qu'avant. On peut ne pas être d'accord. Je vous donne mon ressenti. Ensuite, on a eu le match Carmella contre Sasha Banks. Je voyais pas l'intérêt du match avant qu'il ait lieu. Je n'ai pas vu l'intérêt du match après qu'il ait lieu non plus. Le match était bien, hein. Le match était tout à fait correct. Les deux catcheuses sont, j'allais dire les deux catcheuses sont très bonnes. Sasha Banks est meilleure que Carmella, mais Carmella est nettement meilleure que quand j'ai commencé à regarder en 2017. Elle a fait des progrès, oui c'est ça en 2017. Elle a fait des progrès de dingue depuis. Il y a juste un moment, Carmella a fait un suicide dive et elle a pris le suicide un petit peu trop au mot et elle est tombée la tête la première. Je me suis dit putain, j'ai eu l'impression qu'elle s'était râpé la tronche par terre. Heureusement, elle s'en est sortie, ça avait l'air d'aller. Et il y a un spot qui m'a gêné dans le match, mais c'est des spots qui me gênent à chaque fois dans ces matchs-là. Sasha Banks a été jetée vers l'extérieur. Elle est tombée dans les bras de Reginald, le sommelier de Carmella. J'ai une image pour ça, je crois. Ouais, voilà. Elle est tombée dans les bras de Reginald. Elle fait une prise à Reginald, elle lui fait un Dragon Rana, un Hurricane Rana. Vous savez que j'ai beaucoup de mal avec ces prises-là. Ensuite, elle lui met un pain dans la gueule. Et après, l'arbitre dit à Reginald, toi c'est bon, t'as assez vu, tu retournes en coulisses. D'une part, on a établi que si Reginald n'intervient pas agressivement dans le match, c'est pas une interférence, c'est pas une disqualification. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça marche, mais c'est pas une disqualification. Ok. Mais là, en l'occurrence, il a rien fait de mal, il s'est pris 2 coups dans la gueule, pourquoi est-ce que tu veux le renvoyer en coulisses? Ça m'a un peu gavé. Et globalement, l'idée globale du match, c'est... j'ai pas compris pourquoi ils ont refait le match. Ça fait que diminuer encore plus Carmella, qui vient de revenir avec un nouveau... pas avec un nouveau personnage, mais avec un nouveau si, quelque part, c'est un nouveau personnage. Elle change un peu d'attitude, elle change un peu sa façon d'être. La faire perdre une fois, je dis pourquoi pas, ça va pas dérailler complètement son personnage. Lui faire perdre 2 fois de façon décisive,
Parce qu'une fois que Reginald est sorti du match, Carmella commençait à gagner. Carmella commençait à être en feu, à envoyer des super kicks, à, à dominer. Et Sasha Banks est revenu avec le Bank Statement et a gagné de façon décisive, très rapidement, sur un retour. Ouais, personne ne sort grandi de ce match-là. Et je trouve que ça a été un peu dommageable à Carmella. C'est pour ça que je suis parti sur un C- pour ce match-là. Hop là, pif pif, pardon. Alors, c'était un match de championnat, donc c'est COF 2, côté SmackDown. Alors, hop, c'est moins pour Carmella et pour Sasha Banks. Ah oui, et Reginald était là en tant que manager. Oh, je ferai les rôles de manager plus tard. Je les ferai en dehors du live. Je le ferai plus tard. Et avant de parler du Rumble féminin, je vais passer à vos questions concernant les premiers matchs. En l'occurrence, Will Weeb me demande rien du tout. Merci Simon. Simon MT. Simon de. Merci. Ah, merci pour les bits. Merci pour les bits. Je me demande s'il y a moyen de renommer les bits. J'ai envie de changer tous les noms du jargon de Twitch pour le faire correspondre au jargon du catch. Genre, j'aime bien que les points de chaîne soient devenus des cloches. Je pense que mettre vos messages en avant, si je peux changer le nom, je vais appeler ça des interventions extérieures. Voilà. On va voir. On va voir comment ça se passe. Donc, Will Weeb me dit McIntyre contre Goldberg, rapide, rien de particulier à noter, mais McIntyre a gagné, c'est le principal. Il n'y a pas rien de particulier à noter. McIntyre s'est sorti du jackhammer. Et c'est un peu tout ce qui reste de vraiment protégé au niveau de Goldberg. Donc moi, je dirais que c'est bien. Je dirais que c'est bien. Et c'est bien aussi, effectivement, que le match a été rapide, parce qu'il ne faut pas que les matchs de Goldberg durent plus de 5 minutes. Et là, ils ont duré à peu près 5 minutes. Donc c'est bien. C'est ce qu'il fallait. On va passer au Rumble féminin. Alors, c'est la première fois qu'on fait un bilan de Rumble ensemble. Donc, on va essayer des trucs. Vous allez voir comment je fais. Moi, je vais essayer de m'adapter. Je vais essayer de trouver la façon pour que ce soit pas trop chiant. Je vais devoir rentrer un peu dans le détail. Je pense que c'est plus intéressant que je vous dise juste ouais, c'était bien, telle personne a gagné. Donc, le match s'est ouvert sur Bayley. Bayley était donc numéro 1, suivi de Naomi. C'est une des 2 fois dans l'année où il se rappelle que Naomi est engagée par la WWE. C'est 2 fois dans l'année, une des 2 fois c'est le Rumble. Rien de particulier au début du match. Ensuite arrive Bianca Belair en 3e. Ensuite arrive Billie Kay en 4e. Et là, le match, j'ai envie de dire, là, le match commence. Parce que Billie Kay s'installe à la table des présentateurs, et à la table des commentateurs, pardon, et commente le match en disant je vais la jouer intelligente, je rentre pas tant que j'ai pas une partenaire par équipe pour m'accompagner dans le, dans le ring. Et ce que je trouve vraiment très bien, c'est que Billie Kay a ce personnage de... elle était dans la division féminine, ils ont séparé son équipe, et du coup, elle sait pas comment faire sans avoir une partenaire par équipe, et du coup, elle essaye de retrouver sa place au sein de la division par équipe. Donc du coup, elle est restée sur les abords du ring très longtemps en train d'essayer de demander à tout le monde de l'aide. J'adore cette photo de Toni Storm. Toni Storm, généralement, je trouve qu'elle en fait trop avec ses mimiques de visage. Là, c'est parfait. Voilà. Quand Shayna Baszler est rentrée sur le ring, Shayna a mis un coup de poing au CV, enfin à la photo, de Billie Kay, derrière laquelle il y a son CV. Et je pensais que ça allait culminer au moment où Peyton Royce, donc l'ancienne partenaire par équipe de Billie Kay, allait arriver. Et je me serais dit, ce serait vraiment très, très mignon, très poignant que elle ose pas lui demander de faire équipe avec elle. Enfin, j'aurais trouvé ça adorable. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a une ancienne catcheuse qui s'appelle Jillian Hall qui a accepté de faire équipe avec Billie Kay. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est dommage. Et du coup, Billie Kay est rentré dans le ring à ce moment-là. Mais après Jillian Hall, il y a eu Ruby Riott. Après Ruby Riott, il y a eu Victoria. Après Victoria, il y a eu
Peyton Royce, l'ancienne partenaire par équipe de Billie Kay, et elles se sont retrouvées un très court moment ensemble à faire une prise toutes les deux. Ça m'a fait sourire, mais vraiment, c'est tellement chouette quoi de les revoir ensemble parce que c'est une équipe qui fonctionne. Tu sais qu'elles sont amies, tu sais qu'elles travaillent bien en équipe. Je comprends pas qu'ils les aient séparées. Je ne comprends pas. Mais du coup, ça a donné ce spot où elles se retrouvent et où c'est vraiment très mignon. Par contre, le truc, c'est que Billie Kay entretient plus ou moins une équipe aussi avec Ruby Riott et Liv Morgan depuis qu'elle est à SmackDown et depuis qu'elle est séparée de Peyton Royce. Du coup, Ruby Riott a demandé à Billie Kay qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais équipe avec quelqu'un d'autre. Oui, je l'ai pas dit d'ailleurs, Victoria, ça fait plaisir de la revoir. C'est une ancienne catcheuse aussi qui était vraiment très bonne pour la mauvaise époque. Voilà, ça, Victoria aurait sans doute plus brillé dans le catch d'aujourd'hui. Je pense. Maintenant, on peut ne pas être d'accord. Écoutez, chacun est libre de son avis. En la 12e place entre Santana Garrett, qui est une catcheuse de NXT. À la 13e place entre Liv Morgan, donc la partenaire par équipe de Ruby Riott. Et là, il commence à y avoir des éliminations. Parce que jusque-là, on n'a eu qu'une seule personne d'éliminée, c'était Shotzi Blackheart. Et le ring commençait à devenir très, très peuplé. Donc là, il commence à y avoir des éliminations. À savoir, attendez, bougez pas, je vais aller chercher ça sur internet parce que j'ai pas noté. À savoir, Jillian Hall, donc éliminée par Billie Kay, parce que Jillian Hall a trahi Billie Kay en plein milieu du match, et Billie Kay elle-même éliminée par Ruby Riott et Liv Morgan. C'est un peu le bordel au niveau des équipes, mais Billie Kay veut faire équipe avec Ruby Riott et Liv Morgan, elles veulent pas, du coup ça crée des complications. Et là-dessus, en 14e, arrive Rhea Ripley, ma favorite pour gagner le match. Donc là c'était vraiment le moment où je me suis dit, ok, c'est bon, le match commence. Rhea Ripley arrive, directement en arrivant, elle élimine Toni Storm et elle élimine Santana Garrett, tandis que Shayna Baszler élimine Victoria. Je vais regarder les photos parce que j'ai choisi mes photos avant le match. Ok, c'est bon, je suis pas en avance sur mes photos. Donc voilà, Rhea Ripley arrive et commence à faire un peu le ménage. Quand arrive en 15e, Charlotte Flair, et je me dis, ah ça c'est malin, faire arriver Charlotte Flair directement après Rhea Ripley, ça c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce que les deux ont des comptes à régler. Oui, c'est ça, ont un compte à régler. Mais il joue pas du tout la carte Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Et je sais pas pourquoi il joue pas cette carte-là. Ensuite, on a Dana Brooke qui rentre sur le ring. Fallait bien qu'elle rentre à un moment donné. Ensuite, on a Tori Wilson, qui est une ancienne catcheuse aussi, qui rentre sur le ring. C'est là que tu vois qu'elle est malheureusement pas vraiment au niveau du reste de la division féminine d'aujourd'hui. En 18e, j'ai eu tellement peur. En 18e, il y a eu la musique de Ric Flair qui a commencé. J'ai compris relativement vite que c'était pour annoncer l'arrivée de Lacey Evans directement après. J'ai eu une espèce de vision cauchemardesque de Ric Flair qui rentre dans le Rumble féminin. Vu qu'ils ont l'air de jouer la carte Ric Flair est un petit papy pervers, je me suis dit jusqu'où ils vont jouer cette carte-là. Pas jusque-là, tant mieux. Lacey Evans arrive avec la robe, le peignoir, la robe de chambre, voilà, le costume de Charlotte, que Charlotte a mis dans leur match, dans le kick-off, dans le match d'Asuka et Charlotte Flair contre Nia Jax et Shayna Baszler. On voit que ça saoule très très fort Charlotte, mais elle l'attaque pas tant que Lacey Evans n'est pas dans le ring. Par contre, dès qu'elle est dans le ring, elle la défonce. Elle la défonce, regardez. Ça, c'est Lacey Evans par terre, dans la robe de Charlotte Flair. Il y avait un côté très satisfaisant à voir toutes les plumes de la robe de Charlotte Flair partir, d'un petit côté bataille de polochon. Visuellement, c'était marrant. Par contre, à un moment donné, elles arrêtent de se battre. Et ça, j'ai pas compris. Parce que tu comprends que Charlotte Flair est très agacée contre Lacey Evans. J'ai pas compris pourquoi, à un moment donné, elles ont arrêté de se battre comme ça, pour rien, de nulle part.
En 19e arrive Mickie James. En 20e arrive Nikki Cross. En 21e arrive Alicia Fox. Et quand Alicia Fox arrive, R-Truth arrive. On lui fait remarquer que c'est pas le bon Rumble, que c'est le Rumble. Lui, il doit rentrer dans le Rumble masculin. D'ailleurs, non. R-Truth ne devait pas rentrer dans le Rumble masculin. Donc, à quoi bon? Je ne sais pas. Il est poursuivi évidemment par tous les gars qui veulent gagner le titre 24/7, qui est un titre que tu peux gagner n'importe où, n'importe quand, il faut juste qu'il y ait un arbitre pour faire le tomber. R-Truth et Alicia Fox repoussent tous les catcheurs qui essayent d'entrer sur le ring pour atteindre R-Truth et le titre 24/7. Alicia Fox fait un roll-up surprise sur R-Truth et l'arbitre est là évidemment pour compter la victoire d'Alicia Fox qui devient la nouvelle championne 24/7 pendant l'entrée de Mandy Rose. Mandy Rose arrive sur le ring, jette Alicia Fox à l'extérieur et R-Truth fait le tomber sur Alicia Fox pour redevenir champion 24/7. Ce serait bien que cette histoire de titre 24/7 avance un peu, aille quelque part. Ce serait vraiment chouette. Ce n'est pas le cas. Bon. Mais ça c'était marrant. Ça, c'était marrant. En 23e arrive Dakota Kai. En 24e arrive Carmella. Je m'y attendais pas. Carmella arrive après sa défaite contre Sasha Banks. Et pour bien rappeler que Carmella est une grosse loseuse et qu'elle va perdre toute sa vie, elle se fait éjecter dès le début, en arrivant. Elle tombe dans les bras de Reginald. Reginald dont on peut dire qu'il porte littéralement la division féminine. Donc voilà, elle tombe dans les bras de Reginald. Là-dessus arrive Tamina. Je crois que Tamina arrive juste après. Ouais, c'est ça. Tamina arrive juste après et fait un super kick sur Reginald qui, du coup, laisse tomber Carmella. Carmella est éliminée extrêmement vite. Ensuite, nous avons la terreur. La terreur... mais c'est pareil, c'est la terreur du booking. Lana arrive sur le ring. Petit frisson voilà, petit frisson de peur, petit frisson d'épouvante, en se disant Lana peut très bien gagner le Rumble, c'est une très nette possibilité. Mais j'exagère beaucoup parce que quand elle est arrivée, elle avait l'air très sérieuse, et l'air très sérieux, pardon. Et je me suis dit, elle va en vouloir à quelqu'un, et sur le coup, je me suis dit, elle va en vouloir à Charlotte Flair. Elle va se dire, Charlotte Flair a volé ma place dans un match pour les ceintures par équipe, et je me serais dit, là, je peux vouloir la victoire de Lana. Parce qu'effectivement, c'était pas juste. Et effectivement, Lana a un compte à régler avec Charlotte Flair. Pas du tout. Lana est montée sur le ring et elle s'est fait démonter par je sais plus trop. Tant pis. En 27e arrive Alexa Bliss. Pareil, nouveau scénario catastrophe. J'ai eu très très peur que... Alors Alexa Bliss arrive, elle commence à s'en prendre un peu à tout le monde. Ah oui, j'ai pas parlé de ce spot là. Pouf. Parler d'Alexa Bliss, on reviendra sur le spot de tout à l'heure plus tard. Alexa Bliss arrive, elle est en mode full Harley Quinn, quoi. C'est-à-dire, elle s'en prend à tout le monde, elle fait « Ah, je suis tellement contente ». Toutes les catcheuses s'en prennent à elle, parce qu'elles regardent toutes Raw et elles savent qu'Alexa Bliss a des super pouvoirs maintenant. Et à un moment donné, elle s'arrête, Alexa Bliss va au milieu du ring, les lumières commencent à s'éteindre, et là, c'est une des rares réactions physiquement négatives que j'ai eues pendant le Rumble, c'est « Non, non !» Parce que j'ai eu très très peur qu'Alexa Bliss passe en mode Super Saiyan et toutes les catcheuses ont disparu, j'en sais rien. Enfin, j'avais très très peur de ça. Et soulagement instantané, pendant que Alexa Bliss est en train de se transformer, pendant que les lumières sont en train de s'éteindre, Rhea Ripley, qui est la moins conne du groupe, prend Alexa Bliss et la jette par-dessus la troisième corde. J'ai crié. J'ai crié, j'ai sauté du canapé en disant « Yes ! Rhea Ripley vient de sauver le Rumble! Yes !» Fantastique. Donc voilà, j'étais vraiment très très joyeuse. Donc ouais, le spot dont j'ai pas parlé tout à l'heure. Alors Bianca Belair et Naomi avaient l'air de vouloir, qui sont rentrés donc en deuxième et troisième, avaient l'air d'être en mini-rivalité. Et elles ont fait un spot qui était un petit peu maladroit. Bianca Belair a fait tomber Naomi à l'extérieur du ring par-dessus la troisième corde, mais Naomi est tombée sur le dos. Techniquement, ses pieds n'ont jamais touché le sol. Parce qu'elle a gardé les pieds en l'air, les deux pieds en l'air. Et Naomi s'est aidée des cheveux de Bianca Belair pour remonter sur le ring. Et du coup, elles étaient toutes les deux les jambes au niveau de la
première corde pour essayer de revenir sur le ring. Elles se sont toutes les deux aidées pour rentrer dans le ring. C'était mignon, mais c'était un peu maladroit. Le nouveau record de spectateurs sur Twitch, sur cette chaîne, est de 240 spectateurs. Si on pouvait réussir à battre ce record, ce serait vraiment génial. Je glisse ça comme ça parce que je vois qu'on est à 206. Merci à tous. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner si vous avez envie. Vous gagnerez des emotes personnalisées tout à fait charmantes. En 28e arrive Ember Moon, ce qui m'a un peu surpris, parce que pour les raisons que j'ai développées dans les pronostics, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Et en 29e arrive Nia Jax, et là, En fait, Nia Jax arrive, et elle commence à faire le ménage, vraiment. Nia Jax arrive, et... excusez-moi, il y a une Mimi qui miaule. Nia Jax arrive et qu'est-ce que je voulais faire? Oui, ça. Et une fois que Nia Jax arrive, c'est la 20e élimination, donc c'est ça. Une fois que Nia Jax arrive, elle fait équipe avec Shayna Baszler pour éliminer à peu près tout le monde. Donc Shayna Baszler élimine Lacey Evans, ce qui n'a aucun sens. Je comprends pas que ce soit pas Charlotte Flair qui a éliminé Lacey Evans, ça aurait été plus impactant, je pense. Nia Jax élimine Ember Moon. Nia Jax et Shayna Baszler éliminent Naomi. Shayna Baszler va pour taper Tamina. Tamina et Nia Jax fait non, Tamina fait partie de la famille, il faut pas lui faire de mal. Et Nia Jax trahit Tamina directement après. Je me dis, c'est pas une équipe suffisamment établie, Nia Jax et Tamina, pour que tu puisses te permettre ce genre de spot. Merci beaucoup, nous avons un abonnement, c'est génial. Merci Forçon, tu es fantastique. Donc voilà, Nia Jax et Shayna Baszler finissent par éliminer Tamina. Et là, surprise pour personne, Nia Jax élimine Shayna Baszler, la poignarde dans le dos. Je suis surpris qu'elles aient tenu aussi longtemps parce que il me semblait qu'elles avaient clairement établi dès le départ que c'était chacune pour soi. Et c'est là, sauf erreur de ma part, c'est là qu'arrive Natalya. Mais c'est ça. C'est là qu'arrive Natalya, la 30e femme à rentrer dans le Rumble. Petit moment feel good que j'ai trouvé vraiment bien, et c'est bien que ça ait apporté une conclusion à une histoire qui n'en avait pas eu. Nia Jax va pour éliminer Lana. Lana l'esquive, baisse la corde, et Nia Jax passe par-dessus la corde. Ça frustre énormément Nia Jax. Et Nia Jax et Shayna Baszler commencent à attaquer Natalya qui arrive sur le ring, et à remonter sur le ring et à s'en prendre un peu tout le monde. Techniquement, il n'y a pas de disqualification. Elles ont le droit. Ce qui fait que à ce moment-là du match, il ne reste plus que Charlotte Flair, Natalya, Lana, Rhea Ripley, Bianca Belair. Je me dis, ok, vous avez deux très mauvais choix, un mauvais choix et deux excellents choix. Donc, surtout pas Lana, surtout pas Natalya. S'il vous plaît, pas Charlotte. Par pitié, Bianca Belair ou Rhea Ripley. Idéalement, Rhea Ripley. Enfin, moi, je trouve que Rhea Ripley a vraiment besoin de gagner depuis WrestleMania l'année dernière. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Ah oui, non, Natalya va pour faire un câlin à Lana, genre ah, ça fait du bien de te retrouver. Rappelle-toi, c'est 3 semaines où on a fait équipe et où j'ai fini par te trahir. Donc Natalya, évidemment, élimine Lana. Et Bianca Belair élimine Natalya dans la foulée, ce qui nous donne ce trio final-là. Et je vous dis, c'est là que c'est important, c'est là que c'est bien que Charlotte Flair soit beaucoup trop protégée. Parce que là, tu te dis, tout sauf Charlotte Flair. Enfin, tout sauf Charlotte Flair. Non, parce que franchement, j'aurais pas été, Charlotte Flair est loin d'être le pire choix, quoi. Ça aurait pu être Lana, ça aurait pu être Natalya, ça aurait pu être Tamina, ça aurait pu... Enfin voilà, il y aurait pu avoir plein de pires choix que Charlotte Flair. Mais c'est un peu le choix par défaut, et puis non, quoi, quelqu'un d'autre. Et du coup, quand Bianca Belair et Rhea Ripley ont fait équipe pour éliminer Charlotte Flair, là j'étais tellement content. Je me suis dit, enfin, voilà, là ça marche. J'aurais sans doute préféré que Rhea Ripley élimine Charlotte Flair toute seule, parce qu'elle a un gros compte à régler avec Charlotte Flair. Mais
c'était une bonne façon d'éliminer Charlotte Flair. Et donc, il a fini par y avoir un match dans le match entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Ce que j'aime bien, c'est le moment où elles ont toutes les deux failli s'éliminer l'une l'autre. Et elles remontent sur les abords du ring. Et elles se regardent et elles se mettent d'accord sur le fait que elles vont pas se faire un coup en douce. Elles vont re-rentrer dans le ring et elles vont avoir un vrai match. Et la meilleure gagnera. Elles étaient toutes les deux... elles ont été toutes les deux géniales. J'aurais préféré que Rhea Ripley gagne, mais c'est Bianca Belair qui a gagné et après ça, elle a fait une promo qui était très émouvante. Elle n'a pas pu dire grand chose parce qu'elle était à bout de souffle, mais globalement, elle a remercié son père et sa mère et elle a dit qu'elle allait mettre les EST à WrestleMania parce que EST c'est la marque du superlatif en anglais et c'est son surnom, The EST of WWE. C'était ouais, beaucoup de bonnes ondes pour ce Rumble, mais je me suis limité à B+. Pour moi, on n'est pas au niveau du A. J'ai trouvé. La fin était bien, le milieu était bien, mais voilà, on n'a jamais dépassé le bien. À aucun moment, je me suis dit... Il n'y a pas eu de moment vraiment très très fort, genre Drew McIntyre qui élimine Brock Lesnar ou Edge qui revient. Il n'y a pas eu ce genre de moment vraiment énorme. J'ai trouvé. C'est pour ça que je me suis limité à B+. Je vais remplir le tableau. Pendant que je remplis le tableau, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ça va probablement prendre 50 ans parce que je leur mets des notes individuelles. Écoutez, c'est un choix. Alors, Bailey, je lui ai mis 12. Ce que je peux faire à la limite, c'est répondre à vos questions pendant que je remplis le tableau. Ça peut être une bonne idée, ça. On va faire ça comme ça. Hop là. J'ai que 2 questions concernant le Rumble féminin. J'ai Jinji qui me dit: tu n'as pas été gêné par la façon de filmer les entrées en mode jeu vidéo? J'avoue que ça m'a sorti de l'immersion quelquefois. Alors, j'ai une opinion concernant cette façon de filmer les entrées. Ça marche vraiment très bien quand les entrées sont lentes. Ça, genre l'entrée de Roman Reigns, typiquement, ça fonctionnait vraiment très bien. Mais pour les entrées où il court, comme pour le Rumble, là par contre, ça ne fonctionne absolument pas. Ça fonctionne absolument pas. Donc ouais, ça ne m'a pas sorti du match, je me suis juste dit, il ne devrait pas faire ça. Mais bon. Alors, Billie Kay, je lui ai mis B+, et j'assume complètement. Pour moi, c'est une de celles qui a le plus brillé dans ce match-là par ce qu'elle a fait, c'est-à-dire son but c'était d'être drôle et je l'ai trouvé super drôle. Donc pour moi, ça fonctionne. Shotzi Blackheart, je lui ai mis C parce qu'elle a pratiquement rien fait. Shayna Baszler, je lui ai mis B-. Ah, ben voilà, c'est son deuxième match. Ouais, c'est là que ça sert. Hop, hop. Pourquoi il y a une colonne de plus là? Oh là 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 là, j'aime pas quand je fais ça. Ah oui, parce qu'il faut copier-coller ça. Pif, pif. Voilà, super. Des fois, j'oublie comment fonctionne mon tableau parce qu'il y a beaucoup de trucs. Tony Storm, je lui ai mis C. Parce qu'elle, pareil, elle a pas fait grand-chose, à part sa tête rigolote. Gillian Hall, je lui ai mis C+. Pour son interaction avec Billie Kay. Gillian Hall, je les ai pas rangés par ordre alphabétique. Hop. Ok. Ruby Riott, je lui ai mis C. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent que je devrais faire ça en dehors du live, mais le truc c'est que je fais les lives pour faire ça. Pour que vous voyez le tableau. Si vous ne voyez pas le tableau, il n'y a aucun intérêt à ce que je fasse les lives. Victoria, je lui ai mis C+, également. C+, pour Victoria. Shayna Baszler, j'ai déjà mis Shayna Baszler. Peyton Royce, je lui ai mis C+, aussi. Remarque, je vais faire ça, puis je vais faire vos questions après. Je vais revenir à vos questions après. J'aurais dû faire ça. Merci beaucoup pour ton abonnement. Zoxdo Flamingo, c'est vraiment cool. Comme quoi, c'est vraiment le meilleur moment du live. C'est ce moment-là où vous me voyez à peine et où je remplis un tableau. C'est là qu'on s'éclate. Santana Garrett, je lui ai mis C+. Pourquoi plus? Ah si, pour son élimination. Elle a été éliminée en faisant un grand écart. J'ai trouvé ça
J'ai trouvé ça comment inventif, je crois que c'est ça le mot que je cherche. Liv Morgan, je lui ai mis C parce qu'elle a pas fait grand chose. Ah, où est-elle? Ah, mais non, elle est spectacle. Hop là. Ensuite, nous avons Rhea Ripley, je lui ai mis un A-. Elle a éliminé tellement de gens, Rhea Ripley. Et il y a autre chose sur Rhea Ripley que je voulais dire et que j'ai pas dit. Et je sais plus ce que c'est. C'est pas grave. Ça va peut-être me revenir. Si ça me revient pas, c'est pas grave non plus. Charlotte Flair, je lui ai mis B+. Je les note par ordre de... Ah, bon, c'est sur le deuxième match. Charlotte Flair, je lui ai mis B+. Ensuite, la 16e, c'était Dana Brooke, je lui ai mis C+. Pourquoi plus? Écoutez, je vais me faire confiance. Je sais plus pourquoi je mets des plus aux gens. Je ne sais pas ce qui se passe. Et si tu... Bon. Ensuite, donc Dana Brooke, Tori Wilson, je lui ai mis C-. Tori Wilson qu'on a déjà vu ici. Voilà. Lacey Evans, je lui ai mis B-. Mickey James, je lui ai mis C. Nikki Cross, je lui ai mis C-. Nikki Cross, ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont pas annoncé. Je sais pas pourquoi ils font rien avec Nikki Cross. C'était un commentaire qui vaut pour beaucoup de catcheurs, beaucoup de catcheuses. Alicia Fox, merci beaucoup pour ton abonnement. Tiffen Klein. Est-ce que ça se prononce Klein? Je crois que ça se prononce Klein. Ça se prononce peut-être Klein, remarque. Bleu. Je me suis perdu. J'étais Alicia Fox. Alicia Fox a donc eu C+. Hop. Mandy Rose a eu C-. Vous voyez, il y a beaucoup de C. Il y a beaucoup de... Mais en même temps, c'est normal. Tout le monde ne peut pas briller dans le Rumble. On retient ce qui fonctionne le mieux. Donc Dakota Kai, hop, c'est moins. Carmella, je lui ai mis D, parce qu'elle a vraiment tout perdu quoi, dans ce PPV là, la pauvre. Ensuite, Tamina, je lui ai mis C+, parce que le super kick sur... Attendez, je crois que Tamina, on sait pas dans quel roster elle est. Si, elle est à Raw. Merde, elle est où, Tamina? J'ai perdu Tamina. Ah non, elle est là, pardon. J'ai oublié mon alphabet. Ok. Ensuite, Lana, je lui ai mis B-, parce que, voilà, enfin, la conclusion, une conclusion pour son histoire avec Nia Jax. C'était plus que nécessaire. Alexa Bliss, je lui ai mis B-, parce que j'aime beaucoup le fait qu'on l'ait empêché de gâcher le Rumble. Ensuite, Ember Moon, je lui ai mis C-, elle s'est fait éliminer extrêmement vite. Elle n'a vraiment pas eu l'occasion de briller beaucoup. Je crois qu'elle a fait une Eclipse, sa prise de finition, qui est vraiment cool. Nia Jax, je lui ai mis B, pareil. Bonne place dans le Rumble. Hop. Et Natalia, je lui ai mis C-, parce qu'elle n'a pas fait grand-chose. Natalia est à SmackDown. Ah, ouais, j'aurais juré qu'elle était à Raw. Ok. Et voilà. On va passer à vos questions concernant le Rumble féminin. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, est-ce que j'ai plus de questions? J'en ai exactement une autre. Ah là, par contre, j'ai plein de messages mis en avant après. Simon MT69 me demande: as-tu compris pourquoi Baszler a aidé Jax après son élimination alors que Jax l'a éliminé? Parce que elles sont... si, ça a un sens. Parce que leur équipe est vraiment, fonctionne vraiment sur
sur une base de on travaille ensemble, ça veut pas dire qu'on s'aime bien, mais on travaille ensemble. Mais ça veut pas dire qu'on s'aime bien, mais on travaille ensemble. Là, je crois que Shayna Baszler en voulait pas, genre. Shayna Baszler s'est juste dit j'aurais dû le voir venir, quoi. Mais elle reste une équipe. Une équipe où les deux individualités sont plus fortes, mais une équipe. Voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. On va passer au match suivant. Yep là. À savoir, le match de la soirée en ce qui me concerne. Ah oui, c'est vrai que Arthur a participé, du coup, il faudra peut-être que je mette une note pour lui. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas envie de l'épargner, le pauvre? Je lui mets des dés absolument tout le temps. Non, on va... Celui-là, on va dire que ça compte pas. Vous allez voir quand je ferai le stage de 2020, Arthur... Bref. Donc ouais, le match de la soirée, en ce qui me concerne, j'ai adoré ce match-là. Alors, donc c'était un last man standing, vous le savez, le but d'un last man standing, c'est de faire en sorte que ton adversaire ne puisse pas se lever au bout du compte de 10 de l'arbitre, ne puisse pas tenir sur ses pieds au bout du compte de 10 de l'arbitre. Et très tôt dans le match, ils ont fait comprendre que les prises de finition ne serviraient pas. Ce qui me pose pas vraiment de problème, parce qu'une prise de finition, tout le but, c'est de permettre d'immobiliser ton adversaire pour le compte de 3. Donc, c'est normal que ça suffise pas pour un compte de 10. Je dis qu'ils ont montré que ça suffisait pas parce que Roman Reigns a fait son Superman Punch, qui n'est pas une prise de finition, qui est une prise signature, mais enfin quand même. Kevin Owens a fait un pop-up powerbomb, qui était sa prise de finition avant qu'il la remplace par le stunner. Et une fois à l'extérieur du ring, Roman Reigns a fait un spear sur Kevin Owens, qui, pareil, s'est relevé relativement vite, au compte de 4 ou 5, je crois. Donc voilà. Ils ont établi très très tôt, les prises de finition suffiront pas. Va falloir faire quelque chose de spectaculaire pour que ton adversaire reste à terre. Donc ils sont allés chercher quelque chose de spectaculaire. Assez littéralement, notamment, ils sont allés dans le public, qui n'est pas le public, donc je sais pas si... je pense que je m'adresse à pas mal de gens qui regardent pas la WWE. Donc en ce moment, ils ont tout autour du ring des rangées d'écrans géants avec des webcams de gens qui regardent le PPV chez eux. Et du coup, ils sont montés dans ces espèces de gradins, de faux gradins. Ils sont montés vraiment très très haut. Et Roman Reigns a jeté Kevin Owens. Alors, je suis vraiment une bille en estimation des longueurs, mais je dirais qu'il y avait bien 4 mètres de haut. À travers une table qui était au niveau du sol, finalement, c'est là que sont les tables. Et la dernière fois que Roman Reigns a fait ça, c'était de moins haut et Kevin Owens a raté 3 semaines de show. Là, Kevin Owens a réussi à se relever. C'était très impressionnant comme spot. Kevin Owens a réussi à se relever et il a commencé à errer dans les coulisses. Il est parti des abords du ring. Il a commencé à aller dans un endroit en coulisses où ils ont un ring pour s'entraîner, mais ils ont aussi, on voit tout le stade dans lequel ils hébergent les shows de Raw pendant l'épidémie. Mais il y a aussi différents objets typiques du monde du catch, c'est-à-dire il y a des échelles, il y a des chaises, il y avait une réplique de la mallette Money in the Bank aussi. Enfin voilà, il va dans cette espèce de zone en coulisses. Et ils font un spot qui, moi, m'a fait rire, mais je pense pas que c'était le but. Roman Reigns arrive et renverse Kevin Owens avec une voiturette. Le truc, c'est que ils ont vraiment filmé ça de façon très drôle. C'est-à-dire, Kevin Owens était en train de marcher difficilement, et Roman Reigns entre dans le cadre par la droite. et visuellement, c'était très drôle. Mais c'était également très impressionnant parce que Kevin Owens, il est passé à travers le pare-brise de la voiturette, quoi. Alors je vais l'évoquer parce que vous allez me dire qu'il faut, enfin, vous allez m'en tenir rigueur, je pense, si je l'évoque pas. C'est un spot qu'ils ont déjà fait plusieurs fois à AEW. Voilà. Les spots, voilà, tout a déjà été fait, tout va être refait. Et on pourrait aussi dire que
Stone Cold s'est déjà fait renverser par une voiture. Par un samouraï. De la famille de la famille Anoa'i. Bref. Kevin Owens parvient à se relever et là, Roman Reigns fait une énorme connerie. Il se moque des grands-pères de Kevin Owens. Donc, Kevin Owens a beaucoup parlé de ses grands-pères pendant le build-up du match. Et disant qu'il se bat pour eux parce que c'était ses plus grands fans et qu'ils sont morts 2 ans avant qu'il arrive à la WWE et qu'ils n'ont jamais pu voir ça. Et que du coup, lui doit continuer de se battre. Donc Roman Reigns se moque des grands-pères de Kevin Owens et là Owens ça lui plaît pas du tout. Il tente un pop-up powerbomb à travers la table des commentateurs que vous voyez là, parce que c'est normal qu'ils aient des tables de commentateurs de rechange, ils arrêtent pas de les péter ces trucs-là. La table ne cède pas, donc Kevin Owens se dit c'est pas grave, je vais monter sur des containers à côté, puis je vais faire un frog splash. Là la table va casser, elle a cassé, elle a cassé la deuxième fois, c'est tout à fait efficace. Suite à quoi Kevin Owens a mis Roman Reigns, parce que Roman Reigns s'est relevé, il a mis Roman Reigns sur une autre table. Il allait mettre en place une échelle, mais en prenant l'échelle, il remarque qu'il y a un transpalette juste à côté. Il grimpe dans le transpalette, il monte la palette le plus haut possible, il grimpe sur le transpalette, il grimpe sur la palette et il fait un senton bomb du haut de la transpalette à travers la table sur Roman Reigns. Kevin Owens est mort pour nos péchés dans ce match, 3 fois. Roman Reigns arrive à se remettre debout, Disons que sur le compte de 9 de l'arbitre, Roman Reigns était sur ses pieds. Et qu'il est retombé directement après, mais au compte de 9, il était sur ses pieds. Ils reviennent dans les abords du ring. Kevin Owens tente de faire un pop-up powerbomb sur Reigns sur la rampe, mais Reigns contre avec un Superman Punch, puis avec un spear à travers les écrans du haut de la rampe. L'arbitre compte. J'ai eu très très peur parce qu'il est arrivé jusqu'à 8 sans que Kevin Owens ne bouge. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'ils étaient sur une plateforme un tout petit peu en hauteur. Du coup, Kevin Owens a juste eu à rouler un peu sur lui-même et du coup, il était au bord de la plateforme. Il a pu se mettre debout sur une plateforme plus basse. Donc ça, c'était bien. Ah, il y a du soleil. C'est génial. Ah, quel contenu de qualité. Je vais pas baisser les volets parce que vous inquiétez pas. Les nuages arrivent bientôt. Nous sommes en Bretagne. Et après quoi, Kevin Owens a eu l'excellente idée de menotter, parce que Roman Reigns a sorti les menottes qui l'ont permis de gagner dans leur match en cage à SmackDown. Kevin Owens lui a pris les menottes et a menotté Roman Reigns au niveau du sol. Jouant sur le fait que Roman Reigns était dans une position qui ne lui permettait pas d'être debout. Et là, je me suis dit, je vois pas du tout comment Roman Reigns va réussir à s'en sortir de celle-là. Il peut pas tricher pour s'en sortir là. Ce que j'ai absolument pas vu venir, c'est que donc voilà, l'arbitre était en train de compter jusqu'à 10. Arrivé à 9, Roman Reigns prend l'arbitre par la ceinture et le tire comme ça, et l'arbitre se prend un truc en hauteur derrière. Bref, il se prend un truc dans la tête comme ça. Et Roman Reigns latte les noix de Kevin Owens et demande à Paul Heyman de venir l'aider. Ils ont un peu botché ce passage-là parce que Paul Heyman a bien galéré à trouver la bonne clé, je pense. Et le truc, c'est que pendant que Paul Heyman galérait à trouver la clé, Roman Reigns s'est mis sur ses pieds, révélant qu'il pouvait le faire en étant attaché. Bon, ça c'est un peu dommage, ça a un peu gâché le spot. Et ce qui a gâché le spot aussi, c'est que... Enfin, ce qui a gâché le spot. Ce qui a un peu gâché le match, d'après moi, c'est que Roman Reigns a ensuite porté sa guillotine, qui est une prise de soumission où il étrangle Kevin Owens. Il a porté sa guillotine sur Kevin Owens et l'arbitre a compté jusqu'à 10 alors que Kevin Owens n'avait simplement plus d'air. Donc, il pouvait pas se remettre debout. J'ai trouvé que la fin était un peu... J'ai presque envie de dire décevante. Elle était un peu en dessous, quoi. On a eu un niveau de carnage énorme jusque-là, et Roman Reigns gagne avec une prise de catch. Avec une prise de catch parfaitement clean, parfaitement légale. Et je me dis,
Bon, est-ce que... Enfin voilà, tout le match était vraiment excellent et je me suis dit, il y en a un des deux qui va faire un truc encore plus gros. Tu vois, il y avait une escalade. Il y avait une escalade et l'escalade n'a pas abouti. Et du coup, un peu dommage. Mais ça mérite quand même un A-. Et pour moi, c'est le meilleur match qu'ils ont eu dans cette rivalité. Ces deux-là. Et alors, bizarre, aucune intervention de Jey Uso. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il est en bonne santé. Parce que Jey Uso a participé à tous les matchs, de Kevin Owens et Roman Reigns. Donc j'espère que, voilà, j'espère qu'il va bien. Que son absence est juste due au fait qu'ils essayent de rafraîchir la rivalité ou je sais pas quoi. Voilà. Et enfin, nous avons le... Je ne vois rien du tout. Et enfin, nous avons le Rumble masculin qui doit être ici. Ouais, c'est ça qui est là. Fantastique. Hop là. Et enfin, nous avons le Rumble masculin. On savait déjà qui étaient les premiers et deuxièmes entrées du Rumble masculin. Le premier était Edge, le deuxième était Randy Orton. Ils ont commencé à vraiment s'en prendre, à renouveler cette rivalité qu'ils avaient entre eux. Jusqu'à ce que Edge jette Randy Orton à l'extérieur du ring, lui fasse un Edgecution sur la table des annonces des commentateurs qui n'a pas cédé. Ça fait toujours plus mal quand elle cède pas. Hein. Parce que quand elle cède, elle absorbe une partie de l'impact. Quand elle cède pas, c'est autant le faire par terre. Sauf que par terre, c'est du revêtement. Que la table, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas du revêtement. Et Edge prend une chaise et met un coup dans la jambe de Randy Orton. Randy Orton qui est après est assisté par des arbitres et des officiels disant ah mon Dieu, j'ai tellement mal à la cuisse, je ne peux plus participer. Ah, ça m'énerve parce que je voulais participer à ce Rumble. Il est escorté jusqu'en coulisses. Pendant le match d'ailleurs, pendant le Rumble, on voit Randy Orton à l'infirmerie avec une poche de glace sur sa cuisse et les commentateurs jouent vraiment la carte de ah là là, il n'a pas été éliminé, mais il va pas revenir. C'est le genre de truc qui doit marcher si c'est la première fois que tu regardes du catch. Parce que si quelqu'un... Enfin, bien sûr qu'il va revenir. Pendant tout le Rumble, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, ok, faut pas oublier que Randy Orton n'a pas été éliminé. Mais bon, c'est un spot, écoutez, c'est un spot comme un autre. Alors... Hop là. Je vais mettre les catcheurs. Je suis sur Wikipédia pour voir les catcheurs par ordre d'élimination. Comme ça, j'oublie pas certains trucs. Ça m'a fait rire. Ça me fait... Si, ça m'a fait éclater de rire. Ça m'a fait beaucoup rire. Parce que quand ils ont annoncé les premiers et les deuxièmes, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est là, Sami Zayn ne pourra pas dire qu'il y a une conspiration contre lui. Non, au contraire, je me suis dit, c'est dommage qu'ils aient pas mis Sami Zayn parce que ça aurait alimenté son personnage de il y a une conspiration contre moi. La WWE, les officiels de la WWE veulent pas que je gagne. Troisième, Sami Zayn. ça m'a beaucoup fait rire. Quatrième, Mustafa Ali. Bon, je savais qu'il allait pas gagner, je le savais. Cinquième, Jeff Hardy. Sixième, Dolph Ziggler. Pour l'instant, absolument aucun intérêt. Dolph Ziggler arrive et élimine Jeff Hardy, qui est donc le premier éliminé de ce Rumble. Dolph Ziggler, qui est donc le deuxième catcheur à avoir participé au plus de Rumble dans l'histoire du PPV. En septième arrive Shinsuke Nakamura, qui était pour moi un des favoris, mais tu sais, des favoris discrets de ce Rumble. En huitième arrive le papa de Carlito Cool. Parce que je regardais la WWE en 2007 environ, entre 2005 et 2008, globalement. Carlito Cool ne ressemblait pas à ça. Carlito Cool ressemblait plus à Sami Zayn un peu. Quelqu'un a pas oublié de faire de la muscu pendant le confinement. Il est très impressionnant. En plus, j'ai l'impression qu'il a plus de bouc et de moustache, donc il fait vraiment papa de Carlito Cool, quoi. Moi, ça m'a fait rire sur le coup. Enfin, ça m'a fait wow. Voilà, ça m'a un peu impressionné, on va dire ça comme ça. Ensuite,
Arrive Xavier Woods. Xavier Woods qui directement s'en prend à Mustafa Ali, parce que Mustafa Ali a dit qu'il était dans le Rumble pour prendre la place de Kofi Kingston. Kofi Kingston qui fait partie du New Day avec Xavier Woods et Big E. D'ailleurs, ils se sont retrouvés en coulisses avant le Rumble et ils ont montré qu'ils portaient un costume à l'effigie de Brody Lee. Ils sont géniaux, ces types sont géniaux. Le New Day, ça a l'air d'être des gars adorables. Bref, Xavier Woods arrive et commence à s'en prendre à Mustafa Ali. Et en 10e, Big E arrive. Je me suis dit, Big E et Xavier Woods sur le ring en même temps, c'est vraiment trop cool. Parce que bon, ils ont été séparés dans le Superstar Shake-Up d'octobre dernier. Donc voilà, les revoir ensemble, ça a fait vraiment du bien. Mais Mustafa Ali a fini par éliminer Xavier Woods et ça a vraiment énervé Big E qui a éliminé Mustafa Ali parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Arrive John Morrison, ensuite Ricochet. Il n'avait pas perdu un match qualificatif pour le Rumble, Ricochet. C'est pas que ça me fait de la peine de voir Ricochet, c'est juste que Drew Gulak, Ricochet et R-Truth ont tous les trois eu un match contre AJ Styles et s'ils le gagnaient, ils pouvaient participer au Rumble. Ils l'ont tous les trois perdu. Pourquoi Ricochet est dans le match? Est-ce que c'est pour dire t'as pas le niveau pour rentrer dans le Rumble? Tiens, vas-y, va dans le Rumble. Et tu perds le Rumble. Mais oui, mais t'as pas le niveau. Il a perdu 2 fois. Enfin, bon, bref. Donc voilà, Ricochet était décevant. Ensuite, Elias est arrivé. Ensuite, Damien Priest. Et là, c'était vraiment cool parce que Damien Priest a vraiment eu l'occasion de briller. Notamment pour les spots suivants, là on va en parler. Parce que après Damien Priest, c'est The Miz qui est arrivé. Et The Miz a eu une altercation avec Bad Bunny, qui est un rappeur que vous connaissez peut-être parce qu'apparemment il est extrêmement connu, mais moi je ne le connais pas parce que je ne connais pas très bien ce milieu-là, le milieu de la musique pop en général, enfin le milieu enfin voilà, en général. Et d'ailleurs, Bad Bunny a fait une performance en direct avec Booker T. Ça faisait très bizarrement sexuel. Il y avait Booker T qui était comme une statue, qui était debout, les bras croisés, et il y avait Bad Bunny qui rappait tout autour de lui, et c'était curieux. Ça faisait un peu ésotérique, enfin écoutez, c'était particulier. Et en coulisses, The Miz et Morrison sont allés voir Bad Bunny dans sa loge pour lui proposer un feat, parce que Miz et Morrison ont fait 2 raps absolument merdiques l'année dernière, mais hilarant parce que merdique. Évidemment, Bad Bunny a refusé, et du coup, ça a bien énervé The Miz, et The Miz, en arrivant sur la rampe, a détruit le set de platine c'est comme ça qu'on appelle ça, hein, toujours. J'y connais tellement rien. The Miz a détruit l'équipement musical de Bad Bunny et est arrivé sur le ring. Après quoi, Bad Bunny, évidemment, il rentre pas dans le Rumble, mais il arrive en disant dis donc, pourquoi tu pètes mes trucs et tout. Pendant que Bad Bunny descend la rampe, John Morrison et The Miz lui disent ouais, tu veux te battre, bah vas-y, rentre sur le ring. Et ils sont dangereusement proches des cordes. Et Damien Priest en profite pour les éliminer tous les deux, éliminer The Miz et John Morrison. Dans un spot très très chouette. Et très très chouette, vous avez une emote très très chouette, ça fait longtemps que j'ai pas dit très très chouette. Et Bad Bunny monte sur le ring, monte sur la 3e corde et fait un diving crossbody sur The Miz et John Morrison avec l'aide de Damien Priest. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça vraiment cool. Ensuite, attendez, je ne perds pas le fil. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Ensuite, donc The Miz, j'en ai parlé. Ensuite, Riddle est arrivé. Ensuite, Bryan est arrivé, un des gros favoris, le gros favori du Rumble. Ensuite, Kane est arrivé pour asseoir le fait que c'est lui qui a le plus de nombre d'entrées dans le Rumble. Il y a eu un passage un peu mignon où Kane et Daniel Bryan ont reformé la team Hell No en se faisant un câlin au milieu du ring. Câlin qui a été interrompu par le fait que Kane a fait un chokeslam sur Daniel Bryan. Il n'avait pas très envie d'un câlin. Il le pensait, le cœur n'y était pas.
Après quoi, King Corbin est arrivé. Après quoi, Otis est arrivé. Otis qui a fait un Caterpillar sur je sais plus qui et qui a été éliminé dans la foulée par... Je me rappelle que ça m'a marqué Ah non, par Corbin. En fait, Corbin... Mais ça, en fait, ça m'a marqué parce que Corbin a également... C'est ça qui m'a marqué. Corbin a éliminé Shinsuke Nakamura. De façon... Enfin, sans cérémonie, quoi. C'est-à-dire... je dis pas que j'espérais que Nakamura soit dans le carré final, mais ça m'aurait fait plaisir, quoi. Lui ou Cesaro, ou voilà, un gars dont on s'y attendait pas. Bref. En 21e place arrive Dominique Mysterio, le fils de Rey Mysterio, et dans un moment un peu feel good que j'ai vraiment bien aimé, parce que du coup, on en voulait à Corbin d'avoir éliminé et Otis et Shinsuke Nakamura, mais Dominique Mysterio, qui est en rivalité avec King Corbin, arrive et élimine Corbin. Ça, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé ça chouette, surtout que leur histoire va un peu nulle part en ce moment à Dominique et Corbin, donc c'est une bonne chose. À la 22e entrée est Bobby Lashley. Bobby Lashley qui arrive et qui fait le ménage. Lashley élimine Dominique Mysterio. Lashley élimine Damian Priest. Et il y a un face-à-face entre Big E, l'actuel champion intercontinental, et Bobby Lashley, l'actuel champion US. Et c'est tellement cool. C'est tellement cool. Voilà, c'est aussi pour ce genre de moment que j'adore le Rumble. C'est... tu savais pas que tu avais envie de voir ce match, et là, leurs regards se sont croisés, et tu... Oui, à WrestleMania, s'il vous plaît, ce match-là. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Ensuite, très très chouette, emote perso. Ensuite, j'ai adoré. Ensuite arrive The Hurricane, qui était un de mes catcheurs préférés quand je regardais la WWE à l'époque, parce que son personnage, c'est un super-héros. Alors, il arrive, je sais plus exactement ce qu'il fait, je me rappelle juste un spot qu'il a fait. Il a essayé de reproduire son spot du Rumble, j'ai envie de dire 2004, 5, je sais pas. Mais globalement, il a essayé, enfin, il a pris, parce que sa prise de finition c'est le chokeslam, ce que je trouve hilarant parce qu'il est tout petit et du coup le chokeslam ça fonctionne pas du tout. Mais c'est tout son personnage, c'est un personnage comique. D'ailleurs c'est un personnage de comics. Il attrape Bobby Lashley à la gorge et il attrape Big E à la gorge. Genre je peux le faire, je peux faire un double chokeslam sur vous deux. Et c'est un spot qu'il avait déjà fait avec Triple H et Stone Cold dans un Rumble il y a un petit moment. J'ai trouvé ça extrêmement cool. Mais évidemment, Big E et Bobby Lashley l'ont pris et l'ont jeté à l'extérieur parce que voilà, pour voir s'il pouvait voler. Il peut pas. La 24e entrée, grosse surprise, Christian, l'ancien partenaire par équipe de Edge. Mais genre, c'était une équipe complètement établie, c'est une des meilleures équipes de l'histoire de la WWE, Edge et Christian. C'est une des équipes vraiment iconiques de fin des années 90, début des années 2000, je crois. Surtout fin des années 90. Et il me semblait que Christian n'était plus médicalement apte à catcher. Ça a été une très bonne surprise, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Christian. Et il y a un moment qui m'a fait presque pleurer. Il y a deux moments qui m'ont fait presque pleurer dans ce PPV. Le premier moment, c'est Bianca Belair qui fait son discours à la fin de son Rumble. Et le deuxième moment, c'est celui-là, Edge et Christian, qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Surtout que Edge est vraiment un pas mauvais acteur du tout. Un acteur pas mauvais du tout. Voilà, super. Il donnait vraiment l'impression d'être... très ému de revoir Christian et très soulagé parce qu'il est dans le Rumble depuis la première place. Donc il se dit enfin ça va être un petit peu plus simple, enfin je peux compter sur quelqu'un. Et voilà. Et il commence à catcher en équipe et c'est vraiment trop cool et ça fonctionne vraiment très bien. Voilà, c'était un très très beau moment. Ensuite arrive AJ Styles avec Omos qui rattrape AJ Styles à 2 reprises
Et quelque chose que j'ai pas vraiment aimé, parce que j'aime bien que Omos soit à l'extérieur du ring. Omos, c'est un gars qui est vraiment très très grand. Et qui est le garde du corps, qui est le colosse personnel, il appelle ça comme ça, de AJ Styles. Ce qui sonne probablement beaucoup moins sexuel quand il le dit. Euh, J'aime bien l'idée que Omos rattrape AJ Styles quand AJ Styles tombe. Parce que je me dis, c'est son rôle. Ce que j'ai vraiment, vraiment pas aimé, c'est que Omos a fait sortir Biggie, a éliminé Biggie lui-même du Rumble. Et je trouve que c'est pas normal. Ça fonctionne pas que Omos intervienne dans le match. Ce qui est très impressionnant, c'est que Omos a réussi à éliminer Biggie sans toucher aux abords du ring. C'est-à-dire que Omos a attrapé Biggie comme ça et l'a sorti comme ça, des abords du ring. Enfin, pas des abords du ring, à côté du... Il est vraiment très grand. Il est vraiment très très grand, ce monsieur. Et après quoi, il a jeté Biggie avec une seule main par-dessus la table des commentateurs. Sur le coup, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant, ça. La première rivalité de Omos contre Biggie, ça peut être sympa. Jusqu'à ce que je me rappelle que Omos est à Raw et Biggie à SmackDown. Donc ça ne se fera pas. Donc ça n'a servi à rien. Et en plus, Omos a ensuite éliminé Rey Mysterio. Et là, là, ça a commencé à... Parce que Rey Mysterio est arrivé en 26e. Et là, ça a commencé à sentir pas bon. Là j'ai commencé à plus être vraiment dedans. Mais lentement, ça s'est dégradé petit à petit, vous allez voir. En 27e, arrive Sheamus. Je me dis, c'est vraiment très cool. Sheamus est un peu en feu en ce moment. Il arrive, il croise Cesaro, ils vont pour se taper. Finalement, ils se tapent pas parce qu'ils ont été partenaires par équipe dans The Bar, et ça, c'est vraiment cool. Jusqu'à ce que Cesaro fasse tomber Sheamus en position de Big Swing. Et Sheamus lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et Cesaro hausse les épaules et dit, c'est chacun pour soi. Et il fait tourner Sheamus dans son Big Swing. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Cesaro a ensuite fait la même avec Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a fait briller un peu tout le monde. Daniel Bryan, il a eu un match dans le match avec Riddle en plein milieu du Rumble. Ça m'a donné envie de voir ce match 1000 fois. Daniel Bryan contre Matt Riddle, quoi. Bon, oui, pitié. Riddle qui s'en est bien sorti d'ailleurs. En 29e arrive Seth Rollins. Après le 28e, je commençais à être un petit peu optimiste et en même temps un petit peu tiède. C'est-à-dire, les éliminations commençaient à sentir de moins en moins bon. Mais en même temps, ça voulait dire... J'avais capté que Braun Strowman n'était pas encore arrivé. Et je m'étais dit... Il n'y a pas encore eu Seth Rollins. Alors, soit ils font revenir Brock Lesnar, soit ils font revenir Seth Rollins. Il y a quand même nettement plus de chances que ça soit Seth Rollins. Alors quand ça a été la musique de Seth Rollins, j'ai dit, il n'y a pas Brock Lesnar dans le Rumble. Oh yes. Là, ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Donc, mais le plaisir a été de relativement courte durée parce que une fois que Braun Strowman est arrivé, en fait, à partir de la 19e élimination de Biggie par Omos, là, ça a commencé à être la tristesse. Donc, Omos élimine Biggie. Omos élimine Rey Mysterio. Omos qui n'est pas dans le match. Braun Strowman arrive. J'ai un très court moment. Vraiment, j'ai sauté de mon canapé et j'étais prêt à être l'homme le plus joyeux du monde quand Cesaro a soulevé Braun Strowman comme il avait soulevé Big Show dans la Battle Royale, dans la André the Giant Memorial Battle Royale à WrestleMania, je sais plus combien. Je me suis dit, Cesaro va éliminer Braun Strowman pour se venger de ce qui s'est passé à SmackDown, ça va être trop bien. Non, Braun Strowman a renversé la prise et a éliminé Cesaro sans la moindre difficulté. Oh. Ensuite, Braun Strowman a éliminé Sheamus. Oh. Ensuite, Braun Strowman a voulu éliminer AJ Styles, mais Omos a rattrapé AJ Styles. Je me suis dit, ah bah quand même, AJ Styles ne sera pas éliminé. Braun Strowman reprend AJ Styles, fait mine de lancer AJ Styles d'un côté et le jette ailleurs. Du coup, Omos n'était pas là. Braun Strowman élimine AJ Styles. Oh. À ce moment-là, je me dis, bon, il reste encore Daniel Bryan et il reste encore Matt Riddle. Et ça peut être deux très bons gagnants du Rumble. Seth Rollins élimine Daniel Bryan, Seth Rollins élimine Matt Riddle. Et là, il reste 4 hommes sur le ring. Et je me dis, merde, j'ai envie que aucun des 4 ne gagne.
aucun des quatre me fait vraiment rêver. Et en même temps, j'ai toujours mon alerte. Ouais, mais Randy Orton... Oui, mais j'ai pas envie que Randy Orton gagne non plus. Et du coup, à ce moment-là du match, je me dis, le moins décevant, ce serait Edge. Donc prépare-toi, Edge va sans doute gagner. Parce qu'ils vont pas faire gagner Christian. Et Braun Strowman et Seth Rollins, c'est pas qu'ils sont... C'est pas que Seth Rollins c'est mauvais, c'est qu'il a déjà gagné le Rumble, il a pas besoin de ça, puis quelqu'un d'autre, quoi. Du renouveau, un peu. Je veux dire, là, à froid, je pense que j'aurais préféré que Christian gagne le Rumble. Seth Rollins essaye de faire équipe avec Braun Strowman, ça se passe aussi bien que ça a l'air de se passer. Edge essaye d'éliminer Braun Strowman, il n'y arrive pas, du coup Christian vient pour l'aider. Seth Rollins en profite pour éliminer, hop là, et Christian et Strowman, en les faisant basculer tous les deux par-dessus la troisième corde. Reste Seth Rollins et Edge. Edge parvient à éliminer Seth Rollins, mais évidemment, là-dessus arrive Randy Orton qui porte un RKO à Edge. Mais je me dis, ils n'ont pas fait tout ça pour faire gagner Randy Orton, c'est pas possible. Et effectivement, Randy Orton se relève, va pour jeter Edge, Edge le contre et jette Randy Orton. Et Edge gagne le Rumble en entrant à la première place. Et il est la troisième personne à avoir réussi cet exploit, l'une de ces autres personnes étant Shawn Michaels. C'est une blague sur le fait que généralement quand ils parlent des catcheurs qui rentrent en première position dans le Rumble et finissent par le gagner, ils disent qu'il y a 2 catcheurs qui ont réussi à le faire, dont Shawn Michaels. Parce que l'autre catcheur, c'est Chris Benoit, qui est tristement célèbre dans le monde du catch pour avoir tué sa famille et s'être suicidé après. Je vais pas développer là-dessus. Donc voilà, maintenant ils sont 3, dont Edge et Shawn Michaels. Alors, je suis très mitigé. Je suis très mitigé parce que c'est vraiment cool que Edge ait gagné le Rumble. C'est vraiment chouette. C'est cool que Edge puisse dire « Je fais partie de ces catcheurs qui sont rentrés en premier dans le Rumble et l'ont gagné ». Ce que je trouve dommage, c'est d'une part, il y a plein de nouveaux catcheurs. Et le gros problème de la WWE, c'est qu'ils ont tendance à mettre en avant les anciens. Alors, c'est très frustrant quand c'est Goldberg, parce que Goldberg n'est même pas un bon catcheur. Mais ça reste frustrant, même si c'est moins frustrant, parce que Edge, on pensait qu'il allait plus jamais catcher, il revient, il gagne, c'est cool. Et Edge est un infiniment meilleur catcheur que Goldberg. Mais voilà, c'est encore un ancien qui a gagné le Rumble, quoi. Ça fait plaisir. Mais. Voilà. Mais. Et autre chose, le personnage... Enfin, c'est pas le personnage de Randy Orton, le personnage de Edge, pardon. Le personnage de Edge, c'est l'ultime opportuniste. Et il n'a pas du tout joué ce personnage-là dans ce Rumble-là. C'est-à-dire qu'il a été là au début, il a fait tout le match et il l'a gagné. Il a saisi aucune opportunité, quoi. Il s'est pas planqué sous le ring, il n'a pas attendu que les autres s'éliminent. Il a fait le match. Et du coup, niveau caractérisation de personnage, c'est pas... Voilà, ça me plaît pas beaucoup. Vous voyez, je suis mitigé. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que sur tous les catcheurs qu'il y avait, Edge me semble pas être le meilleur choix. Surtout que Edge va sans doute affronter Randy Orton à WrestleMania, ce qui veut dire que Randy Orton va sans doute battre Drew McIntyre avant WrestleMania. Enfin, bon, on va pas anticiper les trucs qui pourraient mal se passer. Je m'attendais à ce que ce soit à ce qu'il se passe quelque chose de terrible ce Rumble là, et la victoire de Edge est une très bonne chose. La victoire de Edge est une bonne chose. La victoire de Bianca Belair est une très bonne chose. Donc dans l'ensemble, ça a quand même été un bon show. Je vais remplir mon tableau et pendant ce temps-là, je vous laisse mettre vos messages en avant. On va finir le bilan avec vos messages mis en avant, comme vous en doutez. J'ai mis B+, à Edge. À ceux qui auraient une vague intuition de ce que je fais quand je fais ça, je mets 2 ici plutôt que 1 parce que c'est le main event. Le main event, c'est coefficient 2. Randy Orton, je lui ai mis D parce que il a pratiquement pas été là du match et
aucune intervention du Fiend, alors que le Fiend est en rivalité avec Randy Orton. Ça m'a un peu surpris aussi. Sami Zayn, je lui ai mis B parce que ça m'a fait beaucoup rire son entrée. Mustafa Ali, je lui ai mis C+, parce qu'il a continué sa rivalité avec Xavier Woods, c'est bien. C'est bien qu'il avait une histoire, c'est bien qu'il ait une histoire à raconter, quoi, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Jeff Hardy, je lui ai mis C, parce que il était là. Dolph Ziggler, je lui ai mis C+, parce que j'aime bien ses cheveux. Je sais pas du tout pourquoi j'ai mis C+, à Dolph Ziggler. Écoutez, je me fais confiance. Nakamura, je lui ai mis C-. Il a été éliminé, mais vraiment de façon, de façon très rapide et très, très anecdotique. Carlito Cool, enfin le papa de Carlito Cool, je lui ai mis C. Xavier Woods, je lui ai mis C+, pour les mêmes raisons que j'ai mis C+, à Mustafa Ali. 2, pardon. J'ai mis 2 pour Carlito Cool. Non, c'est pas ce qu'il me semblait. Ok. J'étais sûr que Trish Stratus serait dans le Rumble féminin, vous voyez, je me suis trompé. Biggie, je lui ai mis B, parce qu'il a bien, voilà, il s'est bien représenté dans le Rumble. John Morrison, je lui ai mis C, parce qu'il était là. Et c'est déjà bien. Ricochet, je lui ai mis C, pareil. Alors, il a eu un petit échange un peu sympa avec Daniel Bryan, j'aurais peut-être pu le pousser à C+. Mais bon. Elias, je lui ai mis C. J'avais déjà oublié qu'il était dans... Elias, j'oublie son existence très facilement. Ok. Damien Priest, qui est le seul représentant de NXT dans le Rumble de cette année. Hein. Je lui ai mis B. Il a eu beaucoup de spots très sympas. Il a éliminé quelqu'un de relativement important, Damien Priest, à part Miz et Morrison. Je crois qu'il a éliminé Elias, je sais plus. Enfin, de relativement important, on se comprend. The Miz, je lui ai mis C+. Ah, j'ai mis 1, pardon. Hop. The Miz, je lui ai mis C+, disais-je. Oh là là, il y a plein de messages mis en avant. On va passer un petit peu de temps sur les... Je vais peut-être répondre vite à vos... Enfin, je vais peut-être réagir vite à vos messages, vu que vous avez l'air nombreux. Je pense qu'on a battu le record de visionnage. C'est génial comme cadre, parce que vous voyez que mon dos, et je trouve ça génial. Bonjour, je suis caché dans le hors-champ. Riddle, je lui ai mis B également. Hein. Il y a un petit face-à-face entre Riddle et Bobby Lashley. Je m'attendais à ce qu'ils en fassent un petit peu plus. Mais bah. Riddle. Daniel Bryan, je lui ai mis B. Parce qu'il a quand même duré un petit peu de temps. Puis on aurait pu s'attendre à ce qu'il gagne pas le Rumble, Daniel Bryan, parce qu'il a fait ce que Daniel Bryan fait toujours, c'est-à-dire mettre d'autres gars en avant. Il a mis Riddle en avant, il a mis Ricochet en avant, enfin, Daniel Bryan, quoi. Kane, je lui ai mis C. Merci d'avoir été là. C'était mon catcheur préféré à l'époque, quand j'étais jeune. Corbin, je lui ai mis B. Pareil, j'ai beaucoup aimé... le fait qu'il ait éliminé Shinsuke Nakamura et le fait qu'il ait éliminé Otis et qu'il ait été éliminé par Dominic Mysterio, ça raconte une histoire... voilà, c'est bien. C'est bien, ça nourrit son personnage. Otis, je lui ai mis C. Dominic Mysterio, je lui ai mis C+. Parce qu'il a vraiment pas fait long feu. Bobby Lashley, je lui ai mis B. Ça, pour moi, c'est un de ceux qui ont été le plus mis en avant dans ce Rumble. The Hurricane, je lui ai mis B. Et je suis pas désolé. Hop là. Christian, je lui ai mis B également. Quel plaisir de le revoir. J'aurais pu mettre plus, j'aurais pu mettre B+. Mais bon. AJ Styles, je lui ai mis B-. Il a relativement brillé, mais ça a été gâché par Braun Strowman. Braun Strowman qui gâche beaucoup de choses. 13-2. Ensuite, Rey Mysterio, je lui ai mis D. Ah ouais, non, je vous ai pas parlé de ça. Rey Mysterio, quand il est arrivé, ils ont pas parlé de Rey Mysterio, ils ont parlé de leur nouveau sponsor de marque de bière. C'était génial. Rey Mysterio est arrivé,
Et plutôt que de dire oh là là, Rey Mysterio, vraiment, quel plaisir de voir Rey Mysterio sur le ring, ils disent ah, je vois que Rey Mysterio a sur le front la marque de notre nouveau sponsor, la bière Victoria, qui, comme Rey Mysterio, est 100% fier d'être mexicaine. Ok, merci. Rey Mysterio est devenu un homme sandwich, c'est génial. Sheamus, je lui ai mis C+. Cesaro, je lui ai mis C+, aussi. Quelle déception, putain, quelle déception. Mon petit cœur espérait tellement que Cesaro gagne le Rumble. Rollins, je lui ai mis C+. Ça faisait plaisir de voir cette Rollins aussi. M'avait manqué. Et Strowman, je lui ai mis C et je me trouve sympa. Non, il est à Raw maintenant, Strowman. Voilà. Et comme... alors, vous le savez pas parce que c'est la première fois qu'on fait un PPV en live, mais comme si c'était la fin de la semaine, j'attribue aussi des points bonus, comme si c'était la fin de la semaine, donc les 1 6, 1 5, 1 4, 1 3, 1 2 et 1 1, aux catcheurs qui ont le plus mérité. Donc j'ai mis 6 points à Edge, parce que quand même, voilà. Troisième catcheur à remporter le Rumble de la première place. J'ai mis 5 points à Bianca Belair, qui gagne le Rumble de la troisième place. Ce qu'avait fait Ric Flair en 92. Quatrième place pour Kevin Owens, qui est mort pour nos péchés. Troisième place pour Roman Reigns. Deuxième place pour Drew McIntyre. Je vous ai dit, pour moi, ça lui rapporte pas grand-chose de battre Goldberg. En 99, ça lui aurait rapporté grand-chose. Et un point pour Rhea Ripley, il me semble que c'est celle qui a eu le plus d'éliminations dans le Rumble féminin, et elle a duré pratiquement jusqu'à la fin, et ça, c'est vraiment trop chouette. C'est très très chouette, dirait l'autre. Et là, je vais vous montrer ce que je fais d'habitude ce que je faisais d'habitude quand je faisais le Statch. C'est, voilà, là, j'ai suffisamment de données pour, vu que c'est le dernier show le dernier show du mois, puisqu'on est le 1er février, joyeux février à tous, ça ne se dit pas. Hop là, ce que je fais, c'est que je range les catcheurs par note. Voilà. Et dans le Statch, je vous parle de ceux qui ont une note supérieure à 3 dans les classements. Donc là, le premier du mois, ça aurait été Roman Reigns, ensuite Bianca Belair, ensuite Rhea Ripley. Quatrième, Finn Balor. Cinquième, Hangman Page. Sixième, Walter. Septième, Jungle Boy. Huitième, The Super Elite. Je sais plus à combien j'en suis. 1, 2, 3... Ah bah attends, toi tu comptes là? Ah là 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 là, mais j'ai fait... Mais quel travail de sagouin. 2, 3, 4, 5, 6, hop. C'est bon, 7, 7, hop, 8, hop, 9 et 10. Voilà. Donc ça aurait été ça, le Statch du mois. Roman Reigns, Kevin Owens, Bianca Belair, Rhea Ripley, Finn Balor, Hangman Page, Walter, Jungle Boy, The Super Elite, donc Kenny Omega, les Good Brothers et les Young Bucks. Et Dax Harwood à la 10e place. Donc Edge n'aurait même pas été dans le top 10, ce qui serait probablement pas passé crème, je pense. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait un Statch. Est-ce que j'ai fini ce que je voulais faire sur le tableau? Il me semble que oui. Il me semble qu'on va pouvoir passer à au dernier message mis en avant. On va faire ça. Oh, c'est pas beau, vous passez vous passez devant le cadre. Non, c'est pas grave, je réglerai ça plus tard. Ok, et allons-y. Alors, parce que vous avez vraiment beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Ok. Je vais peut-être pas prendre beaucoup de temps parce qu'il y a 3 pages de messages. Alors, Max CTF me dit: que penses-tu de la suite concernant Owens? Il est incroyable dans ses matchs contre Reigns et relève le niveau de catch de ses confrontations. J'ai peur pour la suite concernant ce qu'il va devenir. C'est un gâchis de le voir en mid-card. Non, je pense que
faut arrêter de voir le verre à moitié vide tout le temps. C'est-à-dire, Kevin Owens vient d'avoir une rivalité pour le titre principal. Là, il va retourner dans le mid-card. Faut que ça tourne au bout d'un moment, quoi. Tu peux pas être systématiquement dans le main event. Il sort juste du main event, il retourne dans le mid-card, c'est pas un drame, quoi. Je pense qu'au contraire, ils ont établi que Kevin Owens était sérieusement en haut du panier, quoi. Je vais pas développer plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages. Gregory Slime me dit, en parlant du faux public, concernant Rumble masculin, pardon, en parlant du faux public, qu'as-tu pensé de l'utilisation des cris du public enregistrés pour ce PPV? C'est nul. À chaque fois, enfin, souvent, je les remarque pas, mais des fois, ils font une connerie et je remarque que ça. Genre, par exemple, Carmella commence à se la péter en faisant ouais, je suis la meilleure, c'est moi qui est génial, et il lance le chant You Suck, et ensuite, genre quelques secondes après, Sasha Banks réussit à revenir, et il y a quelqu'un qui envoie You Suck, mais il y a genre juste 3 You Suck, pendant que Sasha Banks, qui est la face du match, s'en sort. Il y a un moment dans le Rumble, je crois que c'est Daniel Bryan, non, je sais plus, qui fait un Atemi, et le gars à la régie, il envoie le Woo avec une seconde de retard. Je trouve ça à chier. Super Mad Boy me dit, salut Lynx, penses-tu qu'il manquait Bien. Excuse-moi, tu fais beaucoup de fautes. Du coup, c'est difficile à dire. Penses-tu qu'il manquait quelqu'un pendant les Rumble masculins ou féminins, notamment The Fiend, qui me manque beaucoup? J'imagine que s'il manque des gens, c'est pour une raison sanitaire, donc je vais pas faire l'enfant gâté, quoi, si tu veux. J'ai vu tout à l'heure furtivement que sur le chat, quelqu'un disait que Ricochet avait probablement remplacé Keith Lee. Ce à quoi je réponds, vous ne pouviez pas remplacer Keith Lee avec quelqu'un qui n'était pas exclu d'emblée. Ça aurait été bien. Non, je m'attendais pas à grand-chose. Je m'attendais pas à grand-chose. Ça aurait été bien qu'il y ait The Fiend. Il n'y a pas eu The Fiend. Ils ont probablement une bonne raison. Tant pis. Senao377 dit quand même triste d'avoir mis The Hurricane et Kane au lieu de Brock Lesnar. Non. Non. Parce que si Brock Lesnar avait été là, il aurait probablement gagné. The Hurricane, moi, il m'a fait rire. J'aime beaucoup Kane. Je suis pas d'accord. Laura me dit bonjour. Je me demande juste quelle est la règle exacte dans un Royal Rumble lorsque quelqu'un sort du ring volontairement. C'est pas compliqué. Si quelqu'un passe au-dessus de la troisième corde et ses deux pieds touchent le sol à l'extérieur du ring, il est éliminé. Indépendamment de si c'est volontaire ou non. Il y a des cas dans l'histoire de catcheurs, le plus célèbre étant Macho Man Randy Savage, qui passe par-dessus la troisième corde volontairement et qui sort du ring alors qu'il est techniquement c'est censé être une élimination. Les commentateurs ont bien galéré à... Non mais en fait, fallait qu'il se fasse jeter par-dessus la troisième corde. Alors qu'en fait, pas du tout. Si tu passes par-dessus la troisième corde et que tes deux pieds touchent l'extérieur du ring, t'es éliminé. Point. Sam B95-130 me dit Daniel Bryan aurait été un meilleur choix? Oui. JC Croft me dit je pense que Ricochet a remplacé Keith Lee à la dernière minute car Keith Lee a été mis en quarantaine. Ça me semble possible, mais je vais te répondre ce que j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas choisi un catcheur qui n'a pas été éliminé d'emblée? Au hasard, un truc qui rimerait avec Aleister Clack, par exemple. Voilà, ils auraient pu utiliser un catcheur qui pourrait rimer avec Aleister Clack. Les aventures de Flo me dit t'aimerais aussi revoir Aleister Black dans le Rumble? J'avais même pas vu ton message. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie. Imagine t'as une fédération, imagine t'as Aleister Black, imagine tu l'utilises pas. J-Zombie79 me dit Riddle n'était pas encore assez mûr pour gagner le Rumble et je regrette l'absence de Keith Lee et j'aurais aimé voir Bryan gagner. Je suis d'accord sur les trois. Riddle était sans doute pas assez mûr pour gagner le Rumble. Maintenant, est-ce que je préfère quelqu'un qui est pas assez mûr ou quelqu'un qui est trop mûr? Personnellement, j'aurais préféré que Riddle gagne par rapport à Edge. Même si effectivement, je suis pas sûr que Riddle ait le niveau pour être dans le main event de WrestleMania. Mais bon. L'absence de Keith Lee, elle est regrettable, mais les conditions sont ce qu'elles sont, et j'aurais préféré voir Bryan gagner aussi. Marx CTF me dit ne penses-tu pas que Edge vole le spot d'autres catcheurs? Pardon, je finis ton message. Sachant que de nombreux programmes ont la possibilité d'être en main event, certains catcheurs vont vraiment être en manque d'exposition et vont tomber aux oubliettes, ça me fait peur. Je pense pas que Edge vole le spot de qui que ce soit parce que c'est bien. Enfin, je veux dire, Edge, ça fait plaisir de le revoir. C'est pas. C'est là que je dis que je suis mitigé. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un de plus frais, quoi, de plus
quelqu'un qui n'est pas mis en avant déjà. C'est pour ça que le Rumble de l'année dernière était génial, c'était parce que Drew McIntyre, je l'ai absolument pas vu venir, et ça correspondait parfaitement. C'était, voilà, la victoire de Drew McIntyre était parfaite. Edge, Daniel Bryan, il a encore jamais gagné de Rumble. Enfin voilà, concernant la deuxième moitié de ton message, certains catcheurs vont vraiment être en manque d'exposition, ils vont tomber aux oubliettes. C'est la WWE, il y a de la place pour tout le monde. Ils l'utilisent très mal, mais il y a toujours de la place pour tout le monde. Donc je m'en ferai pas pour ça. Je ne pense pas que des catcheurs vont tomber aux oubliettes, qui n'y soient pas déjà. Furvelgo me dit un retour que tu aurais aimé voir. Pas spécialement, je fonctionne pas comme ça. Je prends ce qu'on me donne et si ça me va, tant mieux. Si ça me va pas, tant pis. Voilà. Je suis pas du genre à avoir de grosses attentes, à me dire est-ce qu'il y a un catcheur que j'aurais aimé revoir. C'est compliqué parce que la plupart sont. Je vais juste te répondre non, je pense. Ouais, ça va être aussi simple. Disons The Fiend, si tu veux vraiment une réponse. Mais il n'y en a aucun particulièrement. Et enfin, concernant le catch en général... Non, pas enfin, parce qu'il y a une autre catégorie après ça. Concernant le catch en général, Woken Shadow Gear me dit « Bonsoir, comment vas-tu ?» Je vais très bien, merci. Je commence doucement à avoir mal à la gorge. Je voulais dire deux choses. Premièrement, suis-je le seul à ne pouvoir voir la gimmick de Madame Belair en peinture? Je ne la supporte pas. Et question nettement plus philosophique, avec les images publiques des catcheurs souvent hors gimmick, surtout à la WWE, le kayfabe est-il mort? Deux questions aux portées nettement différentes sur ce agréable journée et joyeuse route de WrestleMania. Tu n'es probablement pas le seul à ne pas pouvoir voir la gimmick de Bianca Belair en peinture, parce que les gens sont extrêmement nombreux et qu'il en faut pour tous les goûts. Et la question concernant le kayfabe est mort dans les années 80. C'est comme si tu me demandais, dis donc, est-ce que Coluche il serait pas mort? Ben, si, et ça fait un moment. Donc, on le sait, enfin voilà, on le sait que c'est faux. Ça rend même le catch plus intéressant parce que il faut qu'il nous convainque, c'est exactement comme les films, il faut qu'il nous convainque que c'est vrai pendant la durée du show. Et l'enjeu est plus compliqué à tenir parce que tout le monde sait que c'est faux. Mais ça rajoute aussi une couche de si tu veux, le match entre Goldberg et McIntyre, la raison pour laquelle il y avait une émotion qui fonctionnait, c'est parce que on sait que c'est pas Goldberg contre Drew McIntyre, c'est qui Vince McMahon a envie de choisir comme vainqueur entre Goldberg et Drew McIntyre. Donc tu vois, le match a beaucoup bénéficié du fait qu'on sache que c'est pour de faux. J'ai trouvé. Dijulu13ML, qui est un régulier des questions, me dit « Salut Lynx, vu la performance de Rhea Ripley dans le Rumble, est-ce que tu penses que Vince a un projet pour elle, ou alors elle va faire comme Shayna Baszler? Tu veux dire être championne ?» Shayna Baszler est très loin d'être enterrée. Shayna Baszler est plus protégée que Naomi, même Casca, j'ai envie de dire. Au moins, Shayna Baszler, elle a je peux te parler de sa relation avec Nia Jax. Asuka, je peux rien te dire sur elle, quoi. Donc, concernant ta question sur Rhea Ripley, je sais pas. Va savoir ce qui se passe dans la tête de Vince McMahon. J'espère qu'il a un projet pour Rhea Ripley. Je vois pas comment tu peux ne pas avoir de projet pour Rhea Ripley, mais je vois pas comment tu peux ne pas avoir de projet pour Aleister Black non plus. Donc, pas savoir. Karmarek me dit « Bonjour Lynx, penses-tu revoir Bayley sur le devant de la scène prochainement ?» Elle est systématiquement sur le devant de la scène, Bayley. Avec une rivalité contre Bianca Belair ou contre Sasha Banks. Peut-être, mais Bayley fait partie de ces catcheuses qui ont toujours plus ou moins un projet. Comme Carmella, comme Sasha Banks, comme Charlotte Flair. Pas comme Asuka. Plus ou moins comme Alexa Bliss, c'était moins le cas dernièrement, mais ça a tendance à être le cas. Donc non, je pense que Bayley, elle est sur le devant de la scène et elle va y rester encore longtemps, je pense. D'ailleurs, autre chose que je pense qu'on a battu le record de visionnage sur ce chat, donc ça fait plaisir. J'ai oublié de le dire parce que je viens de voir un message mis en avant popper. Le message de Pirou13 est le dernier message mis en avant que je vais lire, parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Donc voilà, à partir de maintenant, je prends plus les messages mis en avant. Merci pour votre participation, ça fait vraiment plaisir. V. Drake me dit « Hello Lynx, après cette prestation double XL, crois-tu en un avenir radieux pour Rhea, cette lutteuse à tout pour elle? Quelle déception, Cesaro, Nakamura, Ali, 3 petits points, Smiley qui pleure, prévisible, non. » Je me méfie parce que prévisible...
Moi, j'avais prévu un retour et une victoire de Brock Lesnar. J'avais prévu que Goldberg gagnerait. Donc, oui, prévisible, mais en même temps, on peut encore y croire. Et il peut y avoir qu'un seul vainqueur au Rumble. Donc, Ali a raconté une histoire. Cesaro a eu un petit spot. Nakamura, par contre, oui, ça, c'était très décevant, sa participation au Rumble. Il a juste une petite altercation rigolote avec Carlito Cool, et c'est à peu près tout. Est-ce que je crois à un avenir radieux pour Rhea Ripley? Franchement, après l'année 2020 qu'elle vient d'avoir, je pense qu'elle le mérite. Le fait d'avoir perdu contre Charlotte Flair, ça l'a pas diminué tant que ça, mais le fait d'avoir perdu contre Charlotte Flair, puis d'avoir perdu contre Charlotte Flair et Io Shirai, puis d'avoir perdu contre Io Shirai, elle gagne tous les matchs qui sont moins importants, alors qu'elle devrait être, elle devrait déjà être, j'allais dire, multiple championne. Elle devrait déjà avoir un règne vraiment conséquent sur lequel s'asseoir, Rhea Ripley, en plus de son règne à NXT UK, évidemment. Donc j'espère. J'espère qu'ils ont quelque chose de prévu et quelque chose d'énorme prévu pour Rhea Ripley. Swifty, pareil, un habitué, me dit salut Lynx, ne trouves-tu pas qu'il y a un surplus de face dans les différents main events masculins et féminins? Je mets de côté le main event de SmackDown puisqu'il n'y a de la place que pour un heel selon moi et donc normal qu'il y ait de plus en plus de face. J'ai pas cette sensation. Je vais pas y réfléchir plus que ça parce que j'ai encore beaucoup de messages, mais en tout cas là, à froid, j'ai pas cette sensation. Pablo DBST me dit est-ce que tu as apprécié le retour de Rollins en tant que Messiah et pas en tant que Babyface? Oui. Swifty, toujours pareil, me dit hello, je prends un peu d'avance car je ne pourrai pas voir la fin du live, mais je regarderai le replay. N'as-tu pas peur que la victoire d'un part-timer soit risquée pour Laura? Excusez-moi parce qu'il y a Wistui qui supprime les questions pendant que je les lis. Soit risquée pour Laura de Babyface de Edge. Cela implique sûrement soit un spear contre spear match contre Reigns, cool pour moi, soit que... Ah, j'ai perdu le fil. Donc la victoire de Edge. N'as-tu pas peur que la victoire d'un part-timer soit risquée pour l'aura de Babyface de Edge? Peut-être un peu. Je dirais pas peur, je dirais que à leur place, ce serait quelque chose qui me préoccuperait. Cela implique sûrement soit un spear contre Reigns. Le spear de Edge, il est un peu mof, hein, il est un peu... soit que Orton rebatte McIntyre pour finir cette rivalité, moins cool. Je pense qu'il se dirige vers un Edge contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Et effectivement, c'est pas quelque chose qui m'enthousiasme particulièrement. Mais bon. Swifty, troisième question. Pour finir, j'ai bien aimé le retour de Rollins en Messiah et la fin du Rumble masculin. J'aimerais bien voir une rivalité Rollins contre Edge. Qu'en penses-tu? Bonne fin de journée. Merci beaucoup à toi aussi. Et oui, ce serait chouette. Rollins contre Edge, ce serait bien. Will Weeb me dit il semble évident que Belair va vouloir avoir un match pour le titre de SmackDown, mais contre Banks ou contre Bayley, à moins qu'il y ait un changement de championne avant. C'est pas évident. Et franchement, Bianca Belair contre Sasha Banks m'enthousiasme pas spécialement. Bianca Belair contre Asuka m'enthousiasme pas spécialement non plus. Mais c'est surtout parce que ça n'a pas été construit. Toutes les quatre choses, là, les quatre choses dont on a parlé, Bayley, Sasha Banks, Bianca Belair et Asuka, sont toutes excellentes. Donc, j'ai hâte de voir. Mina 5 me dit bonjour Lynx, bonjour. Si seulement il pouvait y avoir un match revanche entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Et franchement, je pense qu'on attend tous ce match. Je pense qu'on attend tous la revanche de Rhea Ripley contre Charlotte Flair. J'espère qu'ils auront qu'ils ont conscience que c'est une attente, que c'est une histoire qui est en cours pour beaucoup de gens. J'espère qu'ils ont conscience de ça. Okai me dit point bonus pour Billie Kay hors Riot. C'est le Royal Rumble. Il y a 60, à peu près 70 personnes. C'est difficile de considérer que Billie Kay mérite plus de points bonus que Rhea Ripley. Je suis désolé. Oh, et en même temps, c'est quoi? Allez, je mets un point bonus à Rhea Ripley. À Billie Kay. Parce qu'elle a vraiment fait le début du show. Et parce que je pense que de toute façon, elle finira pas dans le top 50 annuel. Donc voilà, écoute, si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, elle a été très cool. Jackie436 me dit, que penses-tu que la WWE va faire avec Rhea Ripley maintenant? Parce que perso, je sais pas du tout. Je pense qu'elle va arriver sur le roster principal, et qu'elle va commencer une rivalité avec quelqu'un. Une catcheuse mid-card,
qu'il y a dans le mid-card à Raw concernant la division féminine qui pourrait être bien, histoire de se faire la main. Mais il y a Banks et Baszler. Il y a, pardon, Jax et Baszler. Il y a Lana. Il y a pas grand monde. Non, je pense qu'ils vont... Ah, peut-être Alexa Bliss. Peut-être Alexa Bliss. Peut-être qu'ils vont commencer une rivalité... Je sais pas. Mais je pense qu'elle va arriver sur le roster principal. Ravline me dit coucou Lynx, un petit coucou de Suisse. Bonjour la Suisse. Je n'ai pas de questions, mais je tenais à te dire que hier j'ai regardé la rediff du Royal Rumble de l'année passée et c'était le premier match de catch que je regardais en entier. Merci de m'avoir fait découvrir le catch car j'ai passé un super moment. C'était de rien, c'était un Rumble vraiment exceptionnel. J'ai vraiment adoré le Rumble de l'année dernière. Forsong me dit bonjour Lynx, depuis que tu as commencé les lives, je n'ai pas pu assister à un seul. Je te remercie car grâce à toi j'ai découvert le catch et je suis un passionné au point que je regarde Raw. Oh là, un gros passionné donc. Sinon merci car sans toi je serais passé à côté d'un truc vraiment cool. Désolé si j'ai déjà posté le message, mais j'ai envie que tu le lises. Bah voilà, merci, c'est fait. Merci beaucoup à toi et vraiment content d'avoir apporté ça dans ta vie. C'est vraiment chouette. AstonMat303 me dit salut Lynx, penses-tu que la WWE a de réels plans pour des superstars comme Nakamura, Cesaro ou même Daniel Bryan dans cette route pour WrestleMania 37? Bien sûr que non. Peut-être pour Daniel Bryan. Je pense que Daniel Bryan fait partie de ces catcheurs qui peuvent suggérer des idées à Vince McMahon. Je pense que Daniel Bryan a des projets pour WrestleMania 37. Et je pense que Daniel Bryan va sans doute chercher à mettre en avant Nakamura et Cesaro. Je pense. Moyos me dit c'est compliqué de faire monter la hype sur un nouveau catcheur s'il n'y a pas de contact physique avec le public. Le teasing est moins saisissant, non, ou bien pour toi ça n'a pas d'importance. Ça a une importance, mais elle n'est pas décisive pour moi. Je pense que tu peux construire une star même sans public. Ça sera moins organique, mais là, si Cesaro avait gagné le Rumble, je te garantis que ce serait la joie partout, la joie dans le monde. Joy to the world. Odinium00 me dit je sais pas si tu as déjà donné ton avis sur le show AEW Tribute à Brody Lee, mais j'aimerais bien savoir ton ressenti sur ce show. Il était vraiment excellent. C'est le meilleur show en hommage à qui que ce soit que j'ai vu depuis que je regarde le catch. Ketal TV me dit tous les gimmicks du film étant passés à Alexa Bliss. Tu es le film maintenant. Penses-tu vraiment qu'on a une chance de revoir ce dernier de sitôt à la WWE? Bien sûr, mais bien sûr. Alexa Bliss, je la vois vraiment comme un tant que The Fiend n'est pas là, elle remplace. Voilà, c'est un prof remplaçant. C'est la remplaçante de The Fiend. Mais quand The Fiend va revenir, et il va revenir, bah, ça sera lui, The Fiend, et puis voilà. Max Amar me donne un très très long message. Salut Lynx, je comprends ton point de vue un peu soupirant quant à la mise en avant de souvent les mêmes personnes, les anciens mais aussi Rollins, Strowman, Reigns, mais ne penses-tu pas qu'il y a un intérêt à, au-delà de créer des superstars, il faut aussi créer des futures légendes et donc garder un main event cohérent et crédible en gardant des noms communs. Après tout, des HBK, Angle, Rock ou Cena sont devenus ce qu'ils sont grâce à une mise en avant constante. Non. Non. Shawn Michaels n'a pas toujours été mis en avant. Kurt Angle non plus, il a eu plein de rivalités dans le mid-card. The Rock, il a été là pendant 3 ans et il a été dans le main event pendant 2 de ces 3 ans. Et John Cena, tout le monde a détesté son run et je pense que le run de Cena a fait énormément de mal à la perception de la WWE par beaucoup de monde. Donc, effectivement, c'est important qu'il y ait des légendes. Maintenant, les légendes d'aujourd'hui, ça va être comment, si tu veux, des gars comme Seth Rollins, comme Drew McIntyre, comme Roman Reigns, ils auront le statut de légende parce qu'ils auront plu au public, si tu veux. Rey Mysterio a totalement le statut de légende, il a très rarement été dans le main event. Il l'a été évidemment, mais ça a été très ponctuel. Que des gars comme Braun Strowman, je pense que je dis pas jamais il sera considéré comme une légende, mais il connecte pas quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il connecte pas avec le public. Je sais pas si ce que je dis a un sens, si je me fais comprendre, mais bon, voilà. J'espère que j'ai été clair. Je pense que au-delà de construire un main event, ils ont besoin de construire des superstars solides.
Et ça crée une lassitude d'avoir toujours les mêmes gens dans ce genre de discussion. Regarde Kevin Owens. En ce moment, Kevin Owens est super bien utilisé. C'est-à-dire, il gagne pas, mais il est dans le main event, il fait partie des meilleurs. Il gagne pas, mais il fait partie des meilleurs. Et voilà, pour moi, c'est ce genre de position dans la carte qu'il faudrait qu'ils aient plus souvent à la WWE. Des gars dont on se dit, ils peuvent... c'est ce que je dis de Rey Mysterio, tu vois. Il gagnait rarement les titres principaux, mais quand il était là, c'était sérieux, quoi. Voilà, j'espère que ça a un sens. Je suis désolé, parce que ça fait longtemps que je parle et je commence à me perdre un peu dans ce que je dis. Je comprends pourquoi ils font ça à plusieurs d'habitude. Pyro13 me dit, c'est l'avant-dernier message, je crois. C'est ça. Pyro13 me dit, bonjour Lynx, ne trouves-tu pas ça dommage qu'on en arrive à un point où on se demande qui Vince aime et comment il pense plutôt que s'intéresse à 100 dans des storylines? J'ai rien compris. Bonjour Lynx, ne trouves-tu pas ça dommage qu'on en arrive à un point où on se demande qui Vince aime et comment il pense plutôt que s'intéresse à 100 dans des storylines? On se demande qui Vince aime et comment il pense plutôt que de s'intéresser plutôt que de s'investir à 100% dans des storylines, j'imagine. Quelque chose dans ce goût-là. J'imagine. Quelque chose dans ce goût-là. Je pense. J'imagine. Quelque chose dans ce goût-là. Je regarde un peu le chat, voir si j'ai une confirmation. Non. Bon. Faut pas faire de règle générale à partir d'un exemple ponctuel. C'est-à-dire que rien que là, dans le Rumble, j'étais complètement investi dans Kevin Owens contre Roman Reigns. J'étais pas en train de me dire Vince préfère Roman Reigns, donc Roman Reigns va gagner. J'étais plutôt en train de me dire faudrait pas que Roman Reigns perde, mais en même temps, il a été dégueulasse avec Kevin Owens et j'espère que Kevin Owens va gagner. Voilà. Donc, je pense que tu pars d'un postulat qui est faux. Je pense que tu pars d'un postulat qui n'est pas, qui n'est pas correct. Voilà. Et enfin, concernant les autres sujets, j'ai qu'une seule question. Woken Shadow Gear qui me dit des featuring à prévoir sur ce concept avec d'autres youtubeurs, streamers catch ou fans de catch. Non, c'est pas prévu. Merci à tous et je pense que ça se fera pas. Merci à tous pour votre attention. Ça a été un petit peu long. C'est la première fois qu'on fait un débrief de PPV, donc je savais pas comment ça allait se passer. Le Royal Rumble, c'est forcément plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de matière. WrestleMania, ça va être long aussi, mais parce qu'il y a beaucoup de matchs. Mais ça sera coupé en deux nuits. Donc du coup, on pourra faire ça. On pourra faire 2 lives. Je vais mourir. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Vous pouvez me suivre, vous pouvez vous abonner pour avoir accès aux emotes personnalisés. Vous avez un bonjour tableau, vous avez un très très chouette, vous avez un note A et vous avez un note D. Non, vous aurez un note D quand il aura été validé par Twitch, ce qui n'est pas encore le cas, mais ils ont validé note A, je vois pas pourquoi ils ne valideraient pas note D. On se donne rendez-vous demain pour parler de Raw, donc j'imagine qu'il y aura les retombées du Rumble, j'imagine qu'on verra Edge, que Edge sera sûrement confronté à Randy Orton. Il se passera tout un tas de choses bien sympas, j'imagine qu'on aura un nouveau challenger pour Drew McIntyre, peut-être Edge, peut-être quelqu'un d'autre. On verra. En tout cas, moi, j'ai hâte d'y être. Merci à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je referme pas du tout la parenthèse. Je suis fatigué, je dis n'importe quoi. La bise! Salut.